Détendez-vous avec les programmes estivaux de Dioactif. J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery Vacances. J'espère que vous entendez les cigales et le bord de la mer. Non, là il y a un connard qui passe à la radio. Ouais, non, ce n'est pas ça. Donc comme d'habitude, comme quand on est en vacances et comme en nos bonus, on est à la Game Taverne avec, avant de dire bonjour à l'équipe un peu réduite parce que tout le monde est, je crois que Jean est au Portugal, je crois que Cédric est en vacances aussi, je sais plus où il est. Non, mais en même temps il y a eu la canicule, on a un peu les survivants. Ouais, c'est les survivors. Même moi j'avais eu du mal la semaine dernière aussi. Ouais, c'est vrai que tu devais venir et que tu t'étais bloqué le dos. Oui, je me suis bloqué le dos grâce au magnifique, comment ça s'appelle, climatiseur et courant d'air. Ouais. Merci. Et il y a Mathieu avec nous qui revient, même s'il ne devait pas revenir, mais merci à lui d'être revenu. Ouais. Merci à toi. Merci à toi. C'est du vertigo. Du coup, hydratez-vous. Ah oui, il faut s'hydrater, oui. Comme j'ai partagé sur le groupe, allez sur le groupe de Easter Egg. D'ailleurs, eux, ils sont partis en vacances aussi. Vous pouvez pas aller cette semaine, ils sont fermés. Mais comme je disais sur leur groupe Facebook, vous avez chaud à acheter un livre, vous aurez toujours chaud, mais au moins vous aurez un livre. Ça peut servir d'éventail aussi. Exactement. C'est très mauvais, oui. Donc, on va se lancer direct dans les news comme d'habitude. Et on va commencer. Bon, j'ai trois pauvres news. Ça ira plus vite. C'est un peu ça fera quand même 3 quarts d'heure, on s'en fout. Voilà. Sorti de la San Diego Comic Con, il n'y avait pas grand chose à raconter. Et il y en a une que j'ai choisie exprès pour vous, car pour les gens qui ne sauraient pas, Mathieu et Faye sont très friands d'une franchise ou d'une licence qui s'appelle La Guerre des Étoiles, Star Wars, et il va y avoir un peu de Rogue One sur Batman, puisque Matt Reeves, réalisateur du prochain film Batman, après avoir trouvé son rôle titre en la personne de Robert Pattinson, le monsieur qui était dans Twilight, il a trouvé son directeur de la photo. Et son directeur de la photo n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Greg Fraser, qui travaille actuellement sur le Dune de Denis Villeneuve, donc pas n'importe quoi, qui avait été nominé comme meilleur directeur de la photo aux Oscars pour Lion, et qui a eu le même poste sur un petit film qui s'appelle Rogue One. Très très bon film. Donc est-ce que la photo de Rogue One vous avez marqué? Oui, mais vraiment en plus oui, pour le coup ça collait totalement avec l'ambiance, c'était rouille, c'était gritty. C'est ça, il y avait ce côté film de guerre un peu, même reporter de guerre. Tu vois, reporter, ça colle avec le titre dont on va parler aujourd'hui, parce que être reporter c'est important, hein, on va le voir. Journaliste. Voilà, être journaliste. Peut-être pas lui, mais de manière générale si. C'est pas le meilleur exemple, Spider Jérusalem, mais non, pour le coup, il avait adopté vraiment le ton juste pour Rogue One, et donc c'est une super bonne nouvelle pour Batman. Ça s'annonce pas mal ce Batman. Moi, j'ai rien contre Pattinson en plus. Donc, Moi non plus, j'ai rien contre. Ouais, donc il y a de plus en plus de trucs qui donnent envie. Et en plus, bon, ça c'est une rumeur, donc on prend tout ça avec des grosses pincettes. Et ça se trouve, ce ne sera pas ça, mais j'ai entendu des rumeurs comme quoi le film s'inspirerait de pas n'importe quoi, puisque c'est un long Halloween de Jeff Loeb et Tim Sale, qui doit être un des meilleurs titres Batman de tous les temps. Ouais, c'est un grand classique, j'avais pas mal Dark Knight s'était déjà inspiré en partie de ce titre-là, mais si on part sur ce Batman-là, en plus je crois que dans Halloween, si je dis pas de conneries, on l'avait traité en plus. On l'a traité dans l'émission. C'est un Batman jeune qui est beaucoup plus détective. Ça fait pas suite justement à Year One, vous allez me dire si je dis des conneries. Je sais pas si ça fait de suite directement, mais c'est pas loin derrière. Ouais, c'est peut-être un peu dans la même veine, dans le genre, voilà, c'est pas un Batman flamboyant avec la JLA qui va se battre contre des menaces cosmiques. Non, là pour le coup, c'est vraiment, c'est le Batman détective, le Batman un peu plus intime, on va dire, avec les ambiances vraiment sombres. C'est Jeff Loeb et Tim Sale qui avaient fait Halloween, voilà. Effectivement, oui. Et voilà, Tim Sale qui a un dessin très beau, très noir, voilà, très. Ça allait super bien avec le scénario, parce que ça donnait vraiment un côté un peu film noir, comme
comme on en parle, et ça mettait vraiment bien l'ambiance. Et ça va très bien avec Batman. Ouais. Oui, voilà. Mais par contre, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que un long Halloween, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un peu les origines d'un des méchants de Batman, et c'est Harvey Dent, donc double face. Harvey Dent, ça fait quoi? Ça fait 3 fois qu'on l'a eu. S'ils le font là, ça va faire 3 fois qu'on aura ses origines. Enfin, on aura une fois ses origines et une fois en tant que méchant. Dans Batman Forever, on te montrait sous forme de flashback ses origines aussi. C'était pendant un procès, un gars lui avait balancé de l'acide au visage. Oui, comme dans la BD, je crois. Après, ils sont plus à ça près. Je crois qu'ils enchaînent les reboots, les relaunchs, tout le monde a lâché. Ouais, non, mais je veux dire, moi, j'ai envie de voir d'autres. Et Batman, c'est celui qui a la galerie de vilains la plus géniale et la plus dantesque de l'histoire des comics, je pense. Il y a un problème, c'est Warner. C'est-à-dire que, est-ce que Warner va foutre la paix aux gens qu'ils engagent et les laisser faire leur film, ou est-ce là, Matrix, il a l'air de savoir où aller, et au vu des gens qui prennent. Non, mais Matt Reeves, c'est quelqu'un de très compétent. Moi, j'aime beaucoup. Je suis très fan de Cloverfield, de ce qu'il a fait sur La Planète des Singes. Même son remake de Morse, où c'est Let Me In, qui était vraiment intéressant, franchement. Donc c'est vraiment quelqu'un de compétent, mais après c'est Warner. Warner, je pense qu'ils ont enfin compris. Ils ont lâché là. Bon, le DCU ça marche pas. Aquaman s'est régalé sur James Wan, s'est régalé sur Aquaman. Il a dit qu'il voulait faire ça. Donc ils ont peut-être effectivement compris. Peut-être même prendre le penchant de Marvel, où très sincèrement les réalisateurs marquants dans le MCU, j'en ai pas des masses. Derrickson peut-être, mais encore un Gunn, éventuellement, qui arrive à faire des trucs. Taika Waititi. Mais oui, peut-être oui. Mais après, du coup, peut-être que Warner veut justement prendre ce penchant-là en donnant. Mais j'ai une autre news. Est-ce que je fais ma news direct après? Ce qui est bien avec Warner, c'est qu'eux, ils n'utilisent pas les femmes comme atout publicitaire, comme un certain Marvel. Voilà. J'avais mis cette news en deuxième. On va gérer direct. Et c'est pas Todd Phillips qui a fait Let Me In? Non, c'est Matt Reeves. Ok. Et du coup on va parler du Joker de Todd Phillips. C'est un bon exemple justement. Todd Phillips, le film fait de plus en plus toujours le film autour du méchant rieur de Batman le plus connu. Ça sort de plus en plus de ce qu'on voit dans les films quand on parle du MCU, on parle parce que en plus de sa promo qui vraiment sort de ce qu'on voit d'habitude, ou d'ailleurs la promo elle est assez il y a eu quoi, un trailer, il y a eu 2 trailers, un trailer. Ça c'est sobre. Ils vont dans le sens. Il y a eu juste dans Empire quelques photos aussi. Voilà. Ils font pas la surenchère. Et le film est nominé pour la Nostra de Venise, qui est l'équivalent italien du Festival de Cannes, peut-être un tout petit peu moins prestigieux. Non, ça fait partie des le Festival de Cannes, Venise et Berlin sont vraiment des festivals qui sont très très importants. Ok, en tout cas le Joker est nominé, mais pas que juste comme on pourrait voir souvent. Il est en compétition. Il est en compétition, donc vraiment face à du Soderbergh. C'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on n'avait pas eu trop ça pour des films de super-héros. Non, mais le peu de visuel qu'on a vu, effectivement, ça fait. Bon, effectivement, t'as l'emblème Joker, donc Batman, donc DC, mais ça fait quand même vraiment plus psychologique. Ouais, plus, c'est film d'auteur, quoi. Oui, voilà. Ce que je disais, c'est que ça fait très genre l'histoire d'un comique, tu vois, comme si on te faisait un mec qui craque. Comment t'appelles ça, la biographie d'un comique oublié qui a pété un câble. Je sais que quand on avait vu la bande-annonce, ça t'a pensé au truc avec Michael Douglas. Oui, la chute libre. Ouais, ça doit être ça. Non, j'avais pas pensé à Chute libre. Le Working Man qui fait une durite. Ouais, je crois que c'est ça, mais j'avais pas pensé à ça. Tu m'avais parlé de ça. Non, j'avais pensé à un film avec Jim Carrey où il faisait un comique, mais ça n'avait rien à voir. Ouais, j'avais pensé à ça pour le côté vieux comique, tu vois, un peu. En tout cas, moi, j'ai de plus en plus envie de voir ce film. Moi, ce qui me gêne, c'est j'ai un problème avec Joaquin Phoenix. Il me dégoûte, surtout depuis que j'ai vu Inherent Vice où il y avait des petits. Justement, il est parfait. Dégueulasse. Mais du coup, le Joker est dégueulasse. J'ai besoin de l'avoir en odorama, ça me. Et puis en même temps, ce qui me gêne, ça c'est un autre point perso, c'est juste que j'ai pas envie de savoir les origines du Joker. Moi, ce que j'aime, c'est ne pas savoir. Ce que j'aime, c'est avoir plein d'histoires. Et tu vois où je serais contente. Le Joker de Nolan, en fait. Ouais, voilà, j'aime ça. Et moi, à la rigueur, je serais contente qu'on te fasse croire que c'est le Joker, mais qu'en fait, à la fin, on a un coup de théâtre et qu'en fait, ce soit pas le vrai Joker. Et ça, c'est une version. Ça, c'est. Pas le vrai Joker, de toute façon. C'est une idée. C'est une idée très. Les gens qui ont vu les Nolan et qui s'inspirent de ça, parce que dans les comics, il a une origine précise, on sait. Oui, je sais, mais moi, j'ai toujours pensé que c'était plus intéressant de pas savoir. Et même dans les comics, ça a différents. Bon, après, ça t'est fait
Ça a été Oui, dit bah, il plus y a maintenant, mais t'as 80 ans de différents Batman, Jokers, quoi. Donc, du coup, au final, ça laisse du mystère. Tu sais pas en fait qui a commencé, qui est le vrai, qui est pas le machin. Et Mais en tout cas, la Nostra de Venise, c'est plutôt un gage de qualité. Ouais, je c'est pense. bon signe. oui, C'est un bon signe pour le film. Mais tu sais, ce serait cool qu'on ait un truc psychologique avec, bah, justement, je suis Joker, je rejoins cette espèce de mouvement, et voir le Joker comme Robin, une espèce, une idée d'esprit, tu vois, une espèce de secte que tu rejoins quand tu en as marre contre la société ou. Ouais. En tout cas, le 9 octobre au cinéma, on a hâte de voir ça. Oui, c'est clair, c'est quand même une curiosité, faut dire. Ils le prennent. Après, en plus, le Joker, c'est un personnage qui est très protéiforme, donc tu peux. fait partie de ces personnages de comics que tu peux présenter. D'ailleurs, DC Comics s'embrouille un peu les pinceaux de temps en temps, mais pourquoi pas. C'est vraiment, c'est assez intriguant. J'avoue que c'est pas séduisant, tu vois, en mode ouais, je suis trop à fond et tout, mais c'est vrai que ça me laisse curieuse, et si ça peut m'offrir autre chose que ce que propose Marvel, moi je suis contente, tu vois. Là, je me suis pris une super claque avec la série The Boys, qui vraiment aborde, en utilisant les super-héros, ça aborde des tonnes de thématiques très intéressantes, avec une critique d'Hollywood carrément, de l'industrie. Avec Jackie Minus. Pardon, mais tu vois, non, mais je trouve qu'on a besoin de plus de choses comme ça qui vont utiliser des codes de super-héros, mais faire autre chose avec. Ça, c'est cool. On vous l'annonce, on fera une émission consacrée à The Boys, mais on la fera peut-être début octobre. Ouais. On ait le temps de digérer un peu la série. Un Comics Discovery The Boys et un geek en série The Boys. Je sais que Mathieu t'as dit que tu allais la déguster. Oui, petit à petit. On a tout vu d'un coup. J'ai pas pu m'arrêter, c'est Karl Urban, voilà quoi. J'ai été vachement surprise par le fils de Dennis Quaid et Meg Ryan, le petit Jack. Il est vraiment, c'est lui qui fait Guy en fait. Et je pensais plus jeune que ça en fait. Leur fils, ça m'a foutu un coup de vieux déjà de le voir grand. Oui, parce que l'original, il est trop vieux maintenant, donc il joue son père. Ouais. Bah, d'ailleurs, ça fonctionne super bien. Oui, il est bon. Ouais. Bah, j'ai vu une photo sur Twitter qu'a mis Jack Quaid où ils ont pris une photo style les portraits de famille, tu sais, super ringard, ricain. Et il a dit c'est mon père british. Et tous les deux, ils ont une tête de con, mais j'étais mort de rire. Quoi. Mais ça fonctionne vachement. Ils ont vraiment. Ça marche bien. Mais il a même réussi à calquer son jeu sur le sien, je trouve. C'est un truc de fou. Surtout dans Shaun of the Dead, je trouve qu'il a vraiment. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Il reprend le côté Shaun of the Dead au début, c'est excellent. Oui, voilà, parce que dans le comics, à l'origine, le personnage, j'ai bouffé son nom de l'acteur, c'est Simon Pegg. Simon Pegg, voilà, c'est lui. Donc, du coup, lorsqu'ils ont tourné la série, ils ont dit qu'ils pouvaient pas le prendre, et puis je pense que peut-être effectivement avec l'âge, ça marche pas, mais il fait un caméo, au moins dans le premier épisode. C'est sympa. Il fait plus qu'un caméo, il a un rôle. Mais lui spoil pas, il a pas vu. T'as pensé quoi du coup de ce pilote C'est pas mal. J'étais content. Alors j'adore le comics. Le comics, il envoie du bois, mais bien effectivement. Ouais, il est beau, rouge. J'ai trouvé très intelligent et vraiment bien tombé le sortir maintenant, effectivement, avec cette énorme critique de l'universalité du super-héros dans tout ce que tu bouffes, manges, bois, transports, ce que tu veux. Je m'y attendais un peu. La violence est édulcorée. Mais en même temps. Ouais, c'est quand même pas mal. Je veux dire, c'est pas à mettre contre tout. Oui, non, mais je veux dire ça. Moi, je pensais qu'il mettrait moins de violence, quoi. Enfin que. Vu les trailers, ça envoyait du bois. Alors, par contre, parce qu'il y a quand même pas mal de gore. Hein. Le principal de alors c'est pas vraiment que du gore dans The Boys. Il y a vraiment, notamment le personnage de Starlight lorsqu'elle arrive dans les sets. Là, bon, ça se passe pas très bien. Dans le comic, ça se passe pas bien du tout. Ouais, je me doute. Mais disons que le principal de la violence est là. C'est pas la violence gratuite en plus. Non, à chaque fois ça a une utilité, je trouve. C'est Ennis. Hein. Mais tu vois, même en matière de féminisme, ça te parle un peu de ce mouvement MeToo, de ce qu'ont subi les femmes, que ce soit au travers de la société, tu vois, de l'entertainment, ou même ce que tu vis dans la vie de tous les jours. Et je trouve que c'est plutôt bien fait, que tu comprends pourquoi certaines ont du mal à se rebeller, pourquoi d'autres. Tu peux faire un parallèle. Je pense que c'est même un peu avant-gardiste. Hein, parce que c'est sorti avant MeToo, mais le problème existait déjà avant. Et puis effectivement. Tu vois, c'était courageux parce que ça le dénonçait d'une certaine façon. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont dû se reconnaître dedans et maintenant tu le vois, tu te dis c'est flagrant. Après j'ai maté que le premier, je verrai la suite, ça part quand même bien. Ils ont changé 2-3 trucs, mais le gros du comics c'est là. Après oui, est-ce que c'était vraiment la peine de mettre tout? Ça aurait fait un copier-coller du comics, je sais pas, après tout. Mais ça peut être bien, parce que si vous avez aimé la série, vous pouvez peut-être vous lancer dans le comics, parce que moi, du coup, je vais m'acheter le comics, parce que j'ai voulu commencer à le lire grâce au tonton des États-Unis, mais ça bug à chaque fois. Donc, j'ai vu 3 pages. Je les ai en deluxe. Ouais, mais les gros Deluxe Marvel. J'ai les gros Deluxe qui vont bien, quoi. Donc, c'est pas mal. Ils vont les ressortir, je pense. Je pense que, j'étais un peu, je crois qu'on en avait parlé il y a super longtemps, et j'avais dit que j'étais un peu sceptique, parce que, est-ce que vraiment ça pouvait apporter quelque chose dans le monde geek à l'heure actuelle, cette série? Et en fait, oui, carrément, parce qu'effectivement, comme dit Faye, ça tombe vraiment au point nommé devant l'omnipotence de Marvel de dire les super-héros, écoute mec, non en fait.
Et c'est un point de vue intéressant. C'est tu vas effectivement... voir tout au long de la série, justement, il développe ce point de vue par rapport à ça, et je trouve que c'est très pertinent ce qu'il dit. Oui, mais le comic c'est que ça en fait, mais ça va même beaucoup. Ça me donne encore plus envie de lire. J'espère, je sais pas, je pense pas que ça soit faisable, mais alors s'ils peuvent nous faire l'arc où ils vont sur l'île, on va se régaler. Bah écoute, en tout cas, il y aura une saison 2 déjà, donc ça a été dit, tant mieux. Oui, j'ai vu un personnage qui a été casté pour la saison 2, j'ai pas compris. Je suis ou intrigué ou un peu dégoûté, mais il y a le personnage de Stormfront qui dans le comics est un Superman nazi au dernier degré, raciste, homophobe, misogyne, tout ce que tu veux. Et là ils ont casté une rouquine qui fait 1m50. Du coup je sais pas, soit c'est génial, soit il y a des bonnes fulgurances. J'ai pas tant de souvenirs que ça du comics, mais il y a des bonnes enfin il y a des petits trucs à chaque fois je dis ah ouais quand même. Ils vont même le personnage de Homelander est vraiment il est détestable. Dans le comics il est pire. Je suis curieux de savoir comment ça va évoluer parce que c'est le pire de tous. Et moi ce mec me débecque du crash. Mais il est détestable. Tu peux dire à James, j'ai passé toute la série à râler. En plus dès que t'es trucs, je fais vas-y tiens dans la gueule pour tous. Oui mais ça c'est voilà c'est super violent. Donc en gros pour rappeler aux gens, c'est dans un monde où les super-héros existent vraiment, mais c'est que des enfoirés. Ils abusent de leur pouvoir. Il y a une espèce de multinationale qui les contrôle. C'est ultra américain, donc ils font des réunions où ils parlent de parts de marché, de films, et c'est vraiment dégueulasse. Ils fonctionnent en 4 points machin, genre t'as gagné 4 points sur les 18-20 ans, c'est bien. T'as perdu du point, c'est pas bien. Là, il y a plus peut-être que c'est été édulcoré, mais c'est moins des connards, ils sont plus victimes de la corporation. Ah non, alors je suis pas d'accord. Il y a des connards et il y en a qui sont moins connards, mais qui acceptent ce qui leur arrive. Oui. Mais ils sont pas tous. Alors que dans le comics, c'est que des connards. La reine Maeve, c'est une pute finie. C'est une grosse saloperie. Là, dans le premier épisode, elle est gentille. Mais la reine, toi, ils te sous-entendent ça, mais moi, je pense que c'est une pourriture, parce que quelque part, elle accepte ce qu'on lui met dans Dans le comic, c'est une pourriture au bout de la première page. Mais tous les sets, c'est que des pourris. Le point qui m'a un petit peu déçu, mais alors j'attends de voir sur la longueur, ils ont changé le personnage du PDG de Vault America, là, ils ont pris une meuf. Elle joue bien, j'aime bien. Il y a un mec au-dessus de lui. Parce que alors lui, dans le comics, mais en plus, ils ont pris un très bon acteur, j'ai hâte de le voir un peu plus en action. Là, dans le comics, paradoxalement, c'est l'un des personnages clés. Tu vois le mec, en plus, dans le comics, il est toujours là dans un coin, tu sais pas quoi il sert, et petit à petit, tu comprends que c'est lui le top de tout, c'est lui, et il a une manière d'être écrite et dessinée. Il est lambda, donc tu peux pas vraiment le détester pour une raison X ou Y. Par contre, à mesure que ça avance, mais ça part pas mal en tout cas. Ils ont 2-3 trucs. Cool, moi je me suis régalé, franchement. Et Karl Urban est génial. Karl Urban est génial. De toute façon, je suis amoureuse de Karl Urban depuis le Seigneur des Anneaux. Merci. Est-ce que j'ai vu le premier désolée. épisode, j'étais semi-déçu. Est-ce qu'il y a terreur? Est-ce qu'il a son chien? Non, il y a pas de chien. Non. Il y a pas de chien? Non. Ah non. Mais peut-être ça arrivera dans la Terreur, saison 2. Nick. Ah non, faut terreur. Tant pis, saison 2 peut-être. Peut-être, ouais. Et du coup, on va finir avec ma dernière news. Dernier truc, je viens d'y penser. Je sais pas s'il a son chien, mais parce que justement, moi je l'attends terreur pour le coup, parce qu'il sert à rien, mais il est rigolo. Ouais. C'est un gros pitbull, qui est dégueulasse. Par ailleurs, et il y a une scène dans l'épisode 1 où les deux sont dans la bagnole avec Petit Huggy, et Petit Huggy se retourne et il voit des jouets pour Clébar ou je sais pas quoi. Il dit t'as un chien, et Butcher Urban il fait non, je suis pas de chien. Mais vu ce qu'il y a derrière, c'est pas normal qu'il y soit pas. Mais vu que c'est comme presque la licorne de Happy, vu que c'est un perso sympa, pas obligatoire, j'espère qu'en saison 2 il va le récupérer. Bah, ça serait cool. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Ok, on enchaîne. Sony l'avait annoncé, on aura le droit à une suite au malheureux Venom, qui malgré des critiques effroyables, et puis on l'avait détesté, hein, vraiment. On n'a vraiment pas aimé ce film. Il a plutôt bien marché, et notamment en Asie où il est cartonné apparemment. Et Tom Hardy avait dit qu'il reviendrait. Parce que son contrat l'oblige. Il avait dû signer une clause avec. Il avait dû signer 3 pour 3 films ou une connerie comme ça. Tu signes pour 5 films. Mais parce que le mec, vu comment il a craché sur le film, ça m'étonne qu'il revienne, tu vois. Donc c'est. Mais Ruben Fletcher, lui se casse. C'est le réalisateur, c'est le réalisateur. Il a raison. Hein. Et on aura. Il y a 3 noms en liste pour l'instant. On a Travis Knight. Qui on doit le spin-off de Transformers Bumblebee, qui a bossé, j'ai pas vu encore. qui a bossé Spartacus. chez Like, Bumblebee. Il a pas fait Spartacus avant, Travis Knight? Non, j'ai pas vu ça dans ce film. Peut-être. Je sais pas, je confonds alors. Pardon. Et avant, il bossait chez Laika, le studio d'animation qui a fait Paranormal, Kubo, Kubo, la mer magique, Coraline, ce genre de trucs. Ah, Steven S. Knight, un truc comme ça. Ouais, je confonds. Tu confonds, oui. C'est le mec qui a bossé sur Daredevil, non, Steven S. Knight. Oui, je crois que. Ouais, et c'est lui qui a bossé sur Angel aussi. Ok, mais peut-être qu'il a fait Spartacus. Et lui, il a fait par contre le deuxième de.
ce film de Del Toro avec les robots. Pacific Rim Uprising, il a fait, voilà. Qui était nul à chier. Qui était pas terrible, voilà. Mais bon, de toute façon, tu peux mettre n'importe qui comme réalisateur. Si Sony font comme pour le premier, de vraiment couper ça au hachoir et filer un truc. Le deuxième réalisateur pressenti n'est autre que Andy fucking Serkis, donc qui est connu notamment pour ses en tant que réal. En tant que réal, il est nul à chier. C'est pas vrai, j'avais vu d'autres trucs. Le livre de la jungle qu'il a fait pour Netflix, c'est vraiment de la merde. En tant que réalisation, c'était plutôt bien. C'est le scénario qui était pas terrible. Ah non, les designs étaient moches. Non, après c'est le budget qu'il a eu, mais il est pas mauvais en tant que réalisateur. J'ai vu faire des choses, c'était très. Il a pas bossé sur le Hobbit aussi, il a pas fait. Il était sur la seconde équipe. Il dirigeait la seconde équipe. Le Hobbit, c'est pas terrible. C'est très bien le Hobbit. Donc Andy Serkis peut-être qui est plus connu pour ses performances d'acteur, notamment sur et son melon. Black Panther. Ah oui, il a un gros melon. C'est lui qui l'a inventé là, a priori la technique. Alors je peux vous apporter cette précision car je suis sur les bonus du Seigneur des Anneaux en ce moment. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Gollum au départ aurait dû être juste animé comme ça de façon on va dire traditionnelle par ordinateur, et en fait quand Andy Serkis a été choisi pour la voix, il s'est vachement impliqué sur le plateau, et du coup ils ont tout redesigné Gollum, et au départ ils se sont inspirés justement de la capture de mouvements, mais qui permettait pas encore à l'époque de capturer les mouvements du visage. Donc ils devaient combiner capture du mouvement, regarder les images d'Andy Serkis sur le tournage, ses prestations, pour pouvoir ensuite les refaire sur ordinateur. Oui, c'est pas lui qui a et il a continué, mais il a permis de la perfectionner parce qu'il a continué à travailler sur ça, et justement notamment sur le Hobbit, et aussi grâce au travail de, je crois que c'est James Cameron aussi qui a beaucoup amélioré aussi la technique. De son Avatar, lui, non, pour le coup. Voilà, grâce à Avatar, et puis il y a aussi Zemeckis grâce à Beowulf aussi, qui a vraiment continué. Mais lui, il a vraiment. Lucas aussi qui les a aidés sur. Non, Lucas c'est sur autre chose. Mais bon, voilà, il a vraiment amélioré pas mal de choses au niveau du jeu, et c'est vrai que souvent c'est lui qui va diriger les séances de motion capture. Voilà. Et c'est vrai que souvent, on va le prendre, c'est un peu la référence. C'est pour ça qu'il est dans cet excellent film qui est Star Wars, voilà, où il faisait un rôle magnifique. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc, voilà. Mais il le faisait très bien. D'ailleurs, dans les bonus de l'épisode 8, excuse-moi, dans les bonus de l'épisode 8, on peut voir une scène justement de Star Wars sans, c'est-à-dire que pendant qu'il fait la motion capture, et il est super impressionnant. Je trouve qu'il fait limite peur, quoi. Il va prendre des expressions. C'est bête, mais moi je l'aimais bien dans Avengers, même sans motion capture. Ouais, il était très bien aussi, mais c'est un très bon acteur. Pas dans Black Panther. Alors la scène d'Avengers quand il explique aux jumeaux, je sais plus quoi, que si non c'est ça, non c'est pas aux jumeaux. Mince, j'ai un trou. Non, c'est quand ils arrivent sur le bateau. Mais dans Avengers 2, il est là parce qu'ils viennent à un moment. C'est là qu'il se fait couper la main. Il a peur des pieuvres ou des méduses, je sais pas quoi. Ouais, si jamais il raconte méduses, il saura que t'es rentré dans ma tête. Il a l'air complètement fou. Mais il est mort, non, dans le. Dans Black Panther. Voilà, on est en train de spoiler. Non, mais c'est un très bon acteur. Il arrive vraiment à jouer avec sa voix, jouer avec son corps, ses expressions. Il peut être super gentil et d'un coup te fiche la pétoche, quoi. Et pour les gens qui nous écouteraient. Oui. Qui écouterait plus Ciné Blabla, j'annonce un peu en avance que vous aurez le droit en août à un podcast de plus de je sais pas combien d'heures, puisque nous allons faire un podcast sur Tolkien et sur le Seigneur des Anneaux. Surtout sur le Seigneur des Anneaux, parce que le film Tolkien c'est de la grosse merde, voilà, je le dis. Lisez plutôt les biographies de Carpenter. Arrête, c'est bon. Ah non, mais on va revenir sur Venom. C'est pas bon. On va revenir sur Venom. Regardez Rogue One aussi. Et le dernier réalisateur en tête, puisqu'il y avait 3 réalisateurs qui sont en Serkis. C'est Rupert Wyatt. Il a fait le reboot du La Planète des Singes. Ouais, mais c'est pas le meilleur, le premier. Mais oui, mais il est vachement bien quand même. Il est sympathique, mais c'est pas le meilleur. Les deux autres l'enfoncent quand même. Écoute, moi je pense le contraire. Ah ouais? Je me suis régalé sur le premier. J'ai trouvé que c'est très intelligent, la relation entre le singe. Moi j'aime bien le premier. Moi j'ai aimé le bébé singe. Il est formidable. Et les deux autres sont bons. J'ai trouvé un temps en dessous. Ils capitalisent très bien, mais après j'aime beaucoup James Franco. Je trouve qu'il est vraiment très très bon dans le premier. Et je suis assez non, moi Rupert Wyatt, je suis plutôt client. Moi j'ai préféré les deux autres parce que je trouvais que justement il y avait un côté plus shakespearien et que ça mettait vraiment bien en valeur. C'est mieux que La Planète des Singes de Netflix par exemple. Quoi? C'est mieux que La Planète des Singes de Netflix par exemple. Non, le livre de la jungle, excuse-moi. Boum. Voilà, va-t'en là-bas. Oui, bon, le film était raté scénaristiquement, mais il y avait des choses intéressantes. Le film est nul. Mais va te faire foutre. En tout cas, Andy Serkis très bien dans La Planète des Singes aussi. Ok, j'ai fait le tour de mes news. C'était de la merde, salut. Voilà. Le film, d'ailleurs, Venom devrait sortir
Je l'ai noté, merde. Venom 2. Jamais. Venom 2, Jamais. normalement, je l'ai noté le 2 octobre 2020. Et Donc, la j'ai vu une news là, comme quoi c'est Sony aussi qui vont dire pour les prochains Spider-Man quand ils Ah ouais, sortiront. c'est pour ça qu'on Je avait crois pas qu'ils de ont news. annoncé 2021, un truc comme ça. Ok. Et qu'apparemment, il aurait peut-être pas de lien avec le reste de l'univers Marvel. Parce que j'ai vu des gens qui râlaient. Bah, vu la fin de, enfin, on veut pas spoiler. Moi j'ai aimé que la scène post-générique en fait. Et Bon, arrête. Glenol. Mais Arrête. c'est juste mon avis, c'est tout. Arrête. Est-ce qu'il y aura Carnage? Mais non, ça mais sera c'est pas nul, mal, Carnage. ça. On est d'accord. Oh. En plus, il est tu l'as vu, Venom? Oui. La post-gen Oui, de Venom, c'est il y Carnage. est, ouais. Ah mais oui, c'est vrai. Ouais. Oui. J'avais complètement oublié la C'est scène pour ça, est-ce que post-générique dans le de 2, il y aura Venom. Carnage? Parce qu'en J'avais- Venom, je l'ai vu après coup avec 2 pizzas, 3 bières. Tu sais que c'était bien, c'était pas mal. Mais t'as pas vu les gros trous qu'il y a dedans? Enfin, il y a des fois, je me suis demandé, tu sais, Ah, je ouais, pensais c'est malin. si c'était pas gouré de bobines, mais c'est plus des bobines maintenant. Ouais, j'ai pas dit que c'était bien, j'ai dit que c'était pas Ouais. mal, mais par rapport au dernier Marvel que j'ai vu, sincèrement. Ah bah, j'avoue que je préfère revoir Venom par rapport à Avenger Endgame. Comment ça troll Je suis Et t'as vu, désolée. j'avais une dernière Non, news, quand je l'ai même. pas noté, mais un truc un peu cool qui a été annoncé aujourd'hui, donc c'est un peu très très frais. C'est un des premiers invités de la Paris Comic Con. Enfin, premiers invités, ils ont annoncé pas mal de Ils en trucs ont déjà. annoncé plein. Mais là, ils ont inventé un gros invité comics de la Paris Comic Con, qui n'est autre que Jim Starlin, donc le papa, Dieu, Jim Starlin. le papa de Thanos, le papa de Tout un pan cosmique de chez Marvel, Ouais. où à un moment donné, c'était du space opera de partout, des aliens, des couleurs, des bastons. C'était décomplexé, c'était cool. Et ça devrait être intéressant de l'écouter un peu raconter son parcours. Ah oui, c'est Je sais possible. pas s'il va faire un panel. Là, il va ou sûrement, quoi. il fera un Ah, peu- j'espère, ouais. Mais Papa ça, Starlin ça- va avoir des trucs à raconter. Ouais. Ça m'intéresserait, tu vois. Puisque de taper 30 ans de queue pour juste dire bonjour, signe. Bonjour, tu es mon dieu. Voilà. What? Surtout que c'est un Tu es scénariste, donc il peut pas dessiner grand chose. Ah oui, non, mais il peut t'écrire une signature. Il peut t'écrire Beat, Il peut par créer un exemple. personnage comme ça, ils sont fous, Voilà, c'est Jim c'est Starlin. tout. Avec des ailes, des cornes, des machins. Mais le il vient de telle cosmique, c'est planète trop et- bien dans Marvel. Ça te dirait de rencontrer ce monsieur Alors oui, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Faye, il doit avoir un paquet de trucs à raconter sur l'industrie, comme beaucoup d'autres, mais effectivement, il a été au centre de pas mal de titres chez Marvel. Il a connu peut-être une époque de Marvel où c'était peut-être un peu plus simple, on va dire. Et effectivement, il est quand même papa de pas mal de trucs qui sont restés dans Thanos. Ouais, Thanos déjà, et ouais, tout un pan du cosmique qui est maintenant plus qu'à la mode, Ouais, bah qui ouais. a peut-être donné du Annihilation derrière, qui a bien marché, et, derrière tout ce pan là, donc c'est quand même un gars qui a apporté J'ai vu sa qu'il dose. allait y avoir une suite à Annihilation avec Génial. Denis Cates. Denis Quaid, t'allais dire. Ouais, Denis Quaid. Je savais pas qu'il faisait Denis du comics. Cates, Ouais, alors Donny Cates, je me commence à me méfier un peu en tant que scénariste parce qu'il Ah est ouais partout, il se Charles Soulise. Si je suis peut-être le seul à comprendre ce que ça veut T'as dire. mais- vu Charles Soule machin là, il va faire une BD sur les chevaliers de Rennes. Oui. Et ça me fait peur du coup. Bah J'aurais voulu par quelqu'un d'autre. ça va un peu vite là en termes de référence, mais son Dark Vador est pas mal. Charles Soule, qui est un scénariste que j'apprécie mythe parce que le mec il scénarise tellement de trucs, des fois c'est pas bon. Fais gaffe, il va te répondre sur. Ouais, il me répond. Ah Il va ouais. encore venir de me troller sur Facebook. Non mais c'est vrai, il y a des fois ça va être sympa. Tu citais Vador, oui je suis d'accord. Mais il y a d'autres trucs, des fois ça fait mal. Hein. Je crois que c'est lui qui avait fait le fameux Chewbacca qui était vraiment pas terrible. Podamron aussi. Ah ouais, Catastrophe. Podamron. La J'ai fin, toujours pas Podamron. acheté la fin, faut que je Mais l'achète. la fin, moi j'ai trouvé ça enfin pas dégueu jusqu'à Ouais. ce que ça prenne que c'est la fin. Bon bah il faut que je récupère mon retard. Mais ouais, Annihilation, ouais, c'est bon, il nous branche un peu dans le sens du poil. Annihilation, c'est un énorme event cosmique qui il y avait Dan Abnett et Annie Lanning au scénario et un autre que j'ai oublié, mince, pardon. Et c'était donc c'était les Gardiens de la Galaxie plus le Nova Corps plus je sais pas quoi qui se battaient contre. C'est pas Star-Lord qui est autour du. Il y a Il y a aussi. Star-Lord dedans. Ouais. Et, j'avais lu. Non mais il y a des fois ils sont séparés. c'était ils cool. font des paillettes. C'était là, ça des planètes entières qui se faisaient raser. C'est un event cosmique chez Marvel qui est vraiment cool. C'était totalement en dehors de la Terre, donc tu pouvais faire ce que tu Tu veux qu'on voulais. le fasse, un de ces quatre Moi, j'ai un très bon souvenir. C'est décomplexé, c'est space op. T'as Warlock au milieu, ça part dans tous les sens. T'as les cris, Ouais, les il me chaillards. semble que j'avais le début en physique, après j'ai lu le reste. Non, c'est Annihilation Conquest qu'on a en. Ah bah j'ai lu en Ouais, ça papier commence. alors, Là, en numérique. Bon, du coup, c'est un peu facile de faire revenir Annihilation parce que ça brosse un peu les lecteurs dans le sens du poil, mais bon, on n'est pas ça près. Ok. Puis je vais acheter. Est-ce que on est parti pour cette review quand même après toutes ces news? Oui, bien sûr. Alors, comme vous l'aurez compris, si vous suivez un peu du coup, c'est la 3e émission que nous faisons sur ce thème. Tout cet été, on vous parle de titres Vertigo, puisque c'est l'été vertigineux. Je fais cette émission juste pour ce jeu de mots que je trouve génial. Puis pour dire que c'est mort aussi, Vertigo. Ouais, c'est voilà, le moment pour de le rendre- faire. Rendre hommage à Karen Berger, grande. Karen Je Berger. propose une minute de silence.
Non, on va pas le faire, ça va être Je le long. rajoute. Mais Karen Berger, Shelley Bond et Dennis O'Neill, de mémoire, les éditeurs de cette magnifique. Et Karen Berger quand même, c'est celle qui a créé le label et tout. Ouais. Donc, vraiment, allez lire du Berger Books. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça doit être forcément bien. J'ai une bêtise sur Dennis O'Neill, mais je sais plus le nom du troisième. Mais ouais, D'accord, je c'est, couperai au montage. Voilà, c'est Karen Berger, Shelley Bond et le troisième. Je sais plus. Et du coup, on tire au sort au fur et à mesure. Et cette semaine, on a tiré au sort Transmétropolitan de Warren Ellis et Derek Robertson. Derek Robertson d'ailleurs qui a bossé sur The Boys, c'est un peu un lien avec ce qu'on disait au début. Donc, qui veut nous présenter le petit Warren Ellis et Derek Robertson? Petit Warren Je fais la Ellis. review, James. Oui. Vas-y, Alors Mathieu. effectivement, donc le Warren Ellis qui est britannique, qui a fait partie donc de cette fameuse British Invasion, c'est le débarquement d'auteurs britanniques dans les comics américains dans les années 90. Il a commencé en 94 chez Marvel, il a fait du Thor, du Wolverine, du Excalibur surtout côté X-Men. Il s'est barré ensuite chez Image Comics pour bosser sur le label Wildstorm qui à l'époque avait son groupe de super-héros. Notamment du Deviate et du Stormwatch, ça va parler un peu moins, mais ça commence déjà à être un peu plus dark. Et 1997, déjà son travail le plus important, Transmétropolitan, qui va durer jusqu'en 2002, avec ce personnage, enfin il va en parler, de journaliste gonzo complètement taré. Et à partir de là, c'est le défilé. Alors je vais lâcher du nom. The Authority, qui a été une énorme claque dans le monde des comics. C'était pas mal ça. Ouais, c'est non, cool, quand c'est sorti, alors la comparaison est facile parce que t'as tendance forcément à comparer, mais il y en a pas mal qui disent que c'est le Watchmen de ce moment-là, tellement ça a bougé le monde des super-héros. Planetary, Hellblazer, il a géré tout un pan éditorial des X-Men début des années 2000 avec la Révolution, Global Frequency, sa trilogie bien dégueu sur le super-héros, Black Summer, No Hero, Super God. Que vous retrouvez en critique En sur critique. le site web. J'ai osé commettre. Du Iron Man, notamment avec un arc Extremis qui a donné la base de Iron Man 3, Moon Knight, Trees, Injection, et même en ce moment The Wildstorm avec le Injection, on retour. l'avait pas lu, ça me dit Si on quelque l'a fait chose. dans l'émission. On Injection, l'a lu. c'est Ah barré. si, il y avait une fille avec une canne dedans. Oui, c'est ça. C'est Ouais. ça. Mais ça m'a marqué. On l'a fait dans l'émission. Oui, oui, ça y est, je me Première rappelle, saison, j'étais là. Et donc même à l'heure actuelle, il est encore super actif. Il a relancé l'univers The Wildstorm avec la série The Wildstorm qui est quand même bien complexe, bien géopolitique, bien dégueulasse comme on aime bien. J'en oublie un paquet. Il a bossé pour Marvel, pour DC, pour Avatar Press, pour Aftershock. Le mec est excessivement actif depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est Monsieur Warren Ellis. Ça fait partie des grands noms du comics. En plus de ça, il a signé des romans, il a signé des webcomics, il a signé du jeu vidéo avec Dead Space notamment, qui était bien dégueu aussi. Ouais, tu l'avais toi ce jeu Ouais. Dead Space. Ah, il est je me bien très pourri, très ouais. cool, Ouais. Dead Space. Scénariste du film Red avec Bruce Ouais. Willis. rappelle. Il y avait Karl Urban dedans. Oui, Déjà, c'est vrai, Karl Urban est partout. Mais oui, il urbanise le monde du Il est très cinéma. bien. Le C'est premier ça. est très bien. Le deuxième un peu moins bien, mais le premier. Donc, Bah ouais, oui, c'est- parce qu'il n'y a pas Karl Urban dans le C'est ça, deuxième. tu vois, c'est Urban Style quoi. Quand il était dans Xena, il était très bien. Donc voilà, scénariste de On film, s'entend. scénariste de la série Castlevania, beaucoup d'animations aussi, entre autres Castlevania sur Netflix, des articles, des conférences, enfin voilà, le gars est partout. Il est directeur, alors ça j'aime bien, il est directeur de l'association Humanist UK, qui est en fait une association humanitaire pour qui est censée représenter les non-religieux en Angleterre. Alors c'est Ouais. c'est peut-être en détail, mais je trouve pas ça totalement anodin. Oui, surtout dans Transmettre, quoi. Ouais, voilà, bah oui, ouais. il y a une belle critique de la religion aussi. Hein. C'est ça, c'est que le gars se positionne, c'est quelqu'un de très intégré, toujours en mouvement, d'observateur, et il est vraiment, malgré sa carrière maintenant, et doit peut-être approcher la 50aine d'années, le monsieur, il est encore très très actif. Parmi les thématiques qu'il aborde souvent, le transhumanisme, le lien avec la religion, effectivement, je trouve, moi, dans ce que j'ai lu, c'est qu'il a tendance vraiment à questionner ou à titiller un peu sans forcément être ou condescendant ou désagréable ou trop provocateur, ce qui est quand même assez rare quoi. Puis effectivement il a tendance à casser les codes, il a quand même un côté, il se régale un peu dans le côté un peu violent, un peu dark. C'est un peu. Enfin, moi, on parlait de Garcinis tout à l'heure. Il y a une petite ressemblance en un peu plus. Bon, c'est peut-être méchant de dire ça, mais je trouve que Ellie c'est peut-être plus subtil et peut-être un peu moins bourrin que Ennis. Sauf dans The Boys pour le coup. Arrête, je me suis découvert une passion pour Monsieur Ennis. Alors, Mais voilà, justement, touche pas. effectivement, dans Transmétropolitan, Warren Ellis, il a tendance effectivement à titiller. Garcenis dans The Boys, il montre.
il montre bien avec des tripes. C'est pas forcément plus bête, mais peut-être que le monsieur Ennis... Mais c'est une façon différente de faire. Lui, il va vraiment utiliser la violence pour quelque part te scotcher, toi te dire mais en même temps, il va t'afficher son message, alors que l'autre, il va utiliser l'humour, il va utiliser un peu l'action, il va utiliser toute autre chose pour essayer de te parler, de te partager ce que il a envie de te dire en gros. Après, Ennis est capable de faire beaucoup d'autres choses. Son run sur Hellblazer, c'est l'un des meilleurs que j'ai lu. J'ai pas lu celui-là. C'est pas forcément... J'ai été surpris parce qu'effectivement, j'ai l'image un peu de Garcenis qui se complaît dans les tripes et le sang et le cul. Et là, il parle d'un des love interest de John Constantine, et c'est super juste. C'est vraiment bien dosé, et c'est assez impressionnant. Je te le prêterai à l'occasion. Ah ouais, je veux bien. Ouais, j'ai un très bon souvenir de ce run-là, justement parce que je m'attendais pas à ça. T'as pas le titre pour les auditeurs peut-être qui voudraient... chez Hellblazer par Garcenis. D'accord. Il a notamment scénarisé le passage magnifique qui a donné le film avec Keanu Reeves. J'aime bien le film avec Keanu Reeves. Oui, non, mais voilà, où il atteint un cancer au dernier degré, et puis il fait un petit pacte qui va bien, quoi. Ensuite, Darick Robertson au dessin. Lui est américain. Alors sa carrière, c'est un cliché, je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc il a toujours dessiné depuis qu'il était gamin, depuis tout petit il dessine. À 17 ans, il a édité sa première bande dessinée, et il a eu les colones de refuser un éditeur pour aller se faire éditer ailleurs à 17 ans. Le titre, c'était Space Beaver, le castor de l'espace. Selon ses dires, en fait, il aimait bien parce que il aime bien quand des animaux poilus qui se tapent dessus et qui tirent sur tout ce qui bouge. C'est toujours sympathique. C'est toujours sympathique. Donc Space Beaver, peut-être un ancêtre à Rocket. Peut-être. À 21 ans, il rentre dans DC Comics par la petite porte, forcément. Puis il progresse. Il fait notamment du Wolverine chez Marvel. Et en 97, après 10 ans de carrière, il a le choix entre soit devenir le dessinateur attitré de Spider-Man, soit effectivement faire un titre qui a l'air un peu bizarre chez Helix Comics qui s'appelle Transmétropolitan. On lui conseille d'aller sur Transmétropolitan pour ne pas devenir juste un dessinateur lambda de Spider-Man. C'est ce qu'il fait. A priori, c'était plutôt un bon choix. C'était un moment très important dans sa carrière. Déjà, il a montré que c'était pas juste un dessinateur de super-héros. Il a été nominé aux Eisner pour ça. Il y a un succès critique sur Transmétropolitan qui était quand même très... Et surtout, la série, elle dure sur 6 ans, elle est vachement longue. Ouais, c'est même ce qui m'a frappé au niveau du dessin, c'est que j'ai l'impression d'avoir un dessin bruyant. C'est-à-dire que tu voyais le dessin et tu entendais les bruits de cette ville agitée, tu vois, violente et tout. Et du coup, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un dessin bruyant, et ça m'a beaucoup plu, le dessin. Oui, effectivement, ouais, il a ce côté un peu fouillis avec... Oui, ouais, c'est pas du José Ron Rip, mais c'est pas, ou du Geoff Darrow, mais c'est peut-être juste en dessous, et c'est un peu plus sale en plus, quoi. Et en plus, c'est une vraie collaboration de ce qu'il a dit sur Transmétropolitan. Il a pu proposer un paquet de design à lui. Il part chez Marvel ensuite parce que l'éditeur de Transmétropolitan, c'est Axel Alonso, qui finira chez Marvel, donc il embarque là-bas via Warren Ellis, parce que toute une question de réseau. Il rencontre Garcenis, avec lesquels ils font du Punisher, et du très très bon Punisher, notamment Punisher Born. Et au bout d'un moment, il revient vers un côté plus créatif, plus contrôlé, avec le même Garcenis, c'est The Boys en 2006. Il va rencontrer un autre taré britannique en 2012 sur Happy, qui donnera la série télé qui est quand même bien tarée aussi. Grant Morrison. C'est cool d'avoir fait Warren Ellis, Garcenis et Grant Morrison. C'est clair que ça lui fait une carrière intéressante. Il manque plus que Alan Moore. Et c'est ça, ouais. Le mec, il a quand même côtoyé du britannique qui va bien, quoi. Voilà, donc effectivement, comme dit Faye, il a un côté vraiment rugueux dans son dessin. Il s'associe à la violence, mais pas forcément, en fait, de se dire à lui ce qu'il aimerait vraiment, c'est provoquer l'émotion. Il faut reconnaître que quand on dessine Wolverine, Punisher, The Boys, Happy, Transmétropolitan, il y a quand même de l'émotion. Je le trouve très très bon, notamment sur les expressions faciales. Et il va pas dans le cartoon du too much, mais quand les gens ont mal, ils ont mal. Quand les gens quand ils ont un côté mutin, tu le vois. Quand ils ont un côté en colère, tu le ressens. C'est vrai que ça prend vraiment aux tripes son dessin. Et donc c'est ça. Alors il a ce côté effectivement un peu prise aux tripes, un peu roots. C'est un vrai créatif a priori, de ses dires. Il s'est vraiment régalé sur The Boys et sur Transmétropolitan, parce que tu avais vraiment un échange. Et d'ailleurs, il fait pas tant de mainstream que ça depuis Transmet. Effectivement, il a fait Punisher, mais avec Garcenis, c'est jamais vraiment du super-héros classique. Et depuis The Boys, il a fait Happy, et je pense qu'effectivement, c'est là-dedans qu'il se régale, et puis ça se sent en plus pour le coup.
Bah, il a raison, c'est tellement plus intéressant de lire des trucs comme ça que voilà, Spider-Man dans sa 6ème aventure et que toujours la même chose. Ouais, moi je trouve ça cool pour les super. Moi j'en ai marre. Même en comics, j'en ai marre des C'est un super choix de héros. carrière. Hein. Je tiens à le dire avant que, parce que j'aurai sûrement un commentaire. Je pense à toi, Graffijon, qui écoute juste pour me faire des commentaires après. C'est pas, enfin, le début de Transmettre n'est pas un titre Vertigo, mais après, c'est passé chez Vertigo et ça reste quand même un titre Oui, c'était Elix. marquant de chez Vertigo, puisque ça. Oui, quand même. Oui, c'est bien de préciser. on le met dans le lot quand même. De mémoire, les 7 premiers sont dans l'imprint Elix qui était chez DC Comics et c'est après que ça a été basculé chez Vertigo. Il y en a quelques-uns comme ça. Hellblazer aussi, le Swamp Thing de Moore, il me semble qu'au début c'était. Mais bon, il a participé à l'âge d'or de Vertigo où tous les mois sortait ton Hellblazer, ton Transmétropolitan, ton Sandman, etc. C'était un moment où tu t'es allé à ta boutique les larmes aux yeux parce que tu savais que t'allais en prendre plein ta bouille. J'imagine, ça va bien. Oui, je viens acheter mon comic. Ouais, c'est ça. Tu sais que tu vas prendre une claque. C'était l'enfer absolu. Je sais, mais quand j'achète du Star Wars, non, je pleure pas quand même. Donc, on a fait une petite pause pour aller se réhydrater. Et du coup, je sais plus ce qu'on disait. J'allais faire la review. Vas-y, Voilà. lance-toi. Donc le titre nous parle de Spider Jérusalem, un reporter, un journaliste qui n'a pas froid aux yeux. L'histoire commence, et en fait il vit reclus dans une maison avec des cheveux super longs, une barbe, et on le dit avec un côté un peu très Alan Moore. Je pense que c'est C'est plus un que ça. hommage. Moi je pense que c'est un gros hommage parce que même dans sa façon de parler, le gars genre on l'appelle pour faire un article, il fait j'en ai rien à foutre, il est complètement taré et tout. Même à l'époque quand c'est sorti, j'ai fait putain. C'est Alan Moore total. Enfin, bon, ils doivent se connaître. Enfin, ça m'a paru. J'avoue que j'ai pas le fin mot de l'histoire, mais. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un hommage quelque part, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est très drôle. drôle. En 97, Alan Moore était taré. Voilà. Ouais, mais ça, on s'en doutait. Bon sens du terme. Hein, ouais. Oui, en tout cas, il se retrouve obligé, donc par contrat, de revenir dans la ville et de produire des articles. Et donc il arrive, je sais plus le nom de la ville, c'est quel. Excusez-moi, j'ai laissé mes notes chez moi. On le dit pas. À chaque fois. Ouais, voilà. Donc en gros, il arrive dans la ville et le mec il arrive en mode super vénère. Mais bon, il va faire son boulot de journaliste et un peu rentrer dans le lard de cette ville et mettre en avant ce qui ne va pas, essayer un peu de secouer tout ça par ses mots. Pour résumer un peu l'histoire. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on parle de là? Bon, à part Alan Moore, il y a une grosse autre. Ouais, alors c'est vrai qu'on en discutait tous les deux. Je te laisse le dire avant que je parle de ce qui m'a plu. Le personnage de Spider Jérusalem, il est très inspiré de quelqu'un qui a vraiment existé et que vous connaissez un peu peut-être si vous avez vu 2-3 films. C'est Hunter Thompson. Donc c'est lui qui a mis en avant le journaliste Gonzo. Peux-tu peut-être expliquer alors le journaliste Gonzo, je sais pas si je vais avoir la meilleure définition possible puisque c'est protéiforme un peu peut-être aussi. Ouais. Mais bon. Donc c'est un journalisme où la personne qui est journaliste a compris que il y avait pas d'objectif en tant que journaliste, on pouvait pas être neutre en fait. Qu'on rajoute à chaque fois sa subjectivité propre dans le journalisme et dans ce qu'on fait. C'est pareil quand tu fais une critique aussi. C'est-à-dire tu vois les critiques de films, d'art ou autre, tu peux pas être 100% objectif. Oui, mais il y a toujours beaucoup de journalistes qui dedans. se disent neutres et qui se disent avoir cet œil de mais journaliste. c'est faux parce que tu peux pas en tant qu'humain être en tant que journaliste Gonzo, lui, Hunter Thompson et puis Spider Jérusalem ne prônent pas cet avis et en fait rajoute son propre. Tu vas même pousser les gens ou du moins tu vas tenter de convaincre les gens du bien fondé de ton. Tu vas prendre un sujet de société, tu vas dire non ça c'est nul, c'est ça quoi. Et appliquer ton commentaire à toi. Donc c'est une manière de secouer le palmier effectivement, un arbre, vous voulez. Ce qui correspond bien avec ce qu'on voit dans le bouquin. Et Thompson a l'air d'être vraiment barré. On le connaît par exemple si vous connaissez. C'est lui qui a écrit Las Vegas Parano, qui a un bouquin de base et qui a été adapté par Terry Gilliam. Magnifique. Je crois que avec Johnny Depp dedans et Benicio del Toro. Ouais, je sais plus le titre parce que c'est No Fear. Moi, je sais que le livre, je l'avais vu en français. No Fear and Nothing, un truc comme ça, Las Vegas. En français, j'avais vu Las Vegas Parano. Las Vegas Parano, c'est deux journalistes. Le personnage de Hunter Thompson et un pote à lui qui s'appelle Gonzo d'ailleurs. Un très bon caméo de Maguire qui était pas connu du tout à l'époque, mais qui était très drôle. En autostoppeur dont on se branle totalement, mais il a toujours une bonne tête. Mais il y a plein d'acteurs sympas. Puis la réalisation, elle est. Oui. Je veux dire, pour mettre en image un peu tout leur délire psychédélique et tout. Franchement, il y a Cameron Diaz au milieu dans un ascenseur. Ouais, c'est les deux qui partent à Las Vegas pour couvrir la plus grande
une des plus grandes courses automobiles des États-Unis, et qui en fait ils partent avec dans leur coffre toutes les drogues possibles et imaginables. Et en fait pendant tout le film et le livre, ils vont... C'est ça, c'est les années 70 si je dis pas de bêtises, donc c'est alcool et drogue free. Et c'est un super, j'ai pas lu le bouquin, c'est un super film. Terry Gilliam à son meilleur. Et la petite de la famille Adams au milieu qui était pas mal aussi. Ah oui, c'est vrai, Christina Ricci, c'est une bonne actrice. Il y a, et tu m'as dit tout à l'heure oui, en fait Johnny Depp, quand il préparait le rôle, il avait rencontré donc justement Monsieur Thompson, et ils sont devenus amis parce qu'ils ont pété tous les deux. Tu m'étonnes. Et en fait le mec, quand il est mort, il a demandé que ses cendres soient mis dans des boulets de canon et qu'ils soient tirés par Johnny Depp et ses autres amis en fait. Donc ils sont tous réunis et ils ont tiré les cendres du gars. Ouais, mais je crois que Johnny Depp, tu pouvais pas avoir plus parfait, même par rapport à lui, quoi, à sa carrière, à ce qu'il est. C'est juste, c'était presque trop facile pour lui, mais. Bon, mais oui, c'est un excellent film. Effectivement, ça montre bien. D'ailleurs, c'est pour la petite histoire, c'est même Thompson qui a rasé les cheveux de Johnny Depp pour le rôle. Parce qu'il était chez lui et tout, il se prépare, il fait mais attends, si tu veux de moi, il faut que tu te rases la tête. Et le gars fait ah ouais et tout, il fait vas-y assis-toi, et il lui a rasé la tête. J'avais vu ça dans un documentaire. Enfin, sur le dessus, tu vois, il lui a rasé, Il cassait déjà, il commençait à casser un peu son image pour le coup, et la scène où tu le découvres, effectivement, ça calvitie, c'est très drôle, quoi. Avec le chapeau, donc t'as l'impression que c'est Johnny Depp, c'est cool, en fait, non. Non, mais j'avais vu dans un documentaire qui disait que c'était genre le truc important à voir pour pouvoir, en fait, l'incarner, quoi. Ça m'a fait rire. Enfin, bref, donc je reviens. Du coup, Spider Jérusalem. C'est un fou ce mec, lui aussi d'ailleurs, il a le crâne rasé. Enfin, il a des belles lunettes. Plein de tatouages. J'ai failli acheter ses lunettes quand j'étais jeune. Ça servait à rien. En plus, j'ai déjà des lunettes. Ouais, mais c'est classe en plus, je trouve. Mais je pense que c'est le genre de lunettes, tu te promènes dans la rue, il y a un mec qui te fait hey Spider, et là c'est un pote à vie. Là, tu sais que le mec, c'est bon, tu vas en convention, tu mets juste ça. Ouais, ça suffit. Parfait. Hein. Mais tu n'as pas des caméras dedans, parce que lui il a des caméras. Non, il a des caméras dedans. Ah, mais j'avoue que tu vois, c'est un titre qu'on m'avait vachement survendu, donc je m'attendais à un truc un peu méga super exceptionnel, et j'ai été un petit peu déçu, mais je pense que c'est parce qu'on me l'avait survendu. Mais en lui-même, je me suis pas non plus ennuyé. J'ai trouvé ça super drôle. Le perso Spider Jesus me fait mourir de rire quand il s'emmène quelque part avec ses réflexions. Spider avec Jésus. Oui, Spider Jésus, Spider Jérusalem. J'étais presque. Il se prend pour Jésus. Parce qu'il y avait un J. Oui, mais c'est vrai, c'est qu'à un moment il s'habille carrément. Ouais, à un moment il habille. Ce que j'adorais, c'est qu'à un moment il allait Air Jésus justement. C'est ah pour ça. Oui, il peut marcher sur. Voilà. Non mais franchement, ce perso est hyper il est drôle, il frappe toujours là où il faut. Quand il arrive, c'est genre laissez-moi passer, je suis journaliste, je vais faire son truc. Et puis il y a des punchlines, les punchlines sont c'est ça, les punchlines sont super, et puis à un moment tu vois qu'il est super balèze, mais avec ses mots, c'est-à-dire à un moment il y a une scène qui m'a marqué où il est sur un toit et il regarde une émeute et puis la police qui est un peu trop forte, et rien que parce qu'il est en train de taper son article et qu'il est diffusé en même temps, et rien que ces mots ça fait cesser la violence, et je trouve ça super cool de montrer en fait le pouvoir que peut avoir le journaliste, avoir la personne qui écrit. Il y a un truc qui revient beaucoup dans le comics, c'est que lui il prend vraiment ce qu'il fait pour sa plume, c'est des points et c'est des balles. C'est ça. Il y a souvent des gens qui disent mais attention où vous allez, il faut être protégé. Est-ce que vous êtes armé? Il fait oui, je suis journaliste. Et ça j'adore, à chaque fois ça me fait trop rire. Enfin t'as plein d'humour comme ça, et en même temps il tape sur plein de choses. T'en parlais tout à l'heure, on parlait de la religion. Il y a vraiment une remise en question de la religion. Il y a une remise en question aussi tout ce qui est les médias. Ouais. Que ce soit les journalistes en eux-mêmes, souvent il y a des journalistes qui vont accuser de pas faire bien leur travail, d'être des vendus. Encore une fois, on est en 97. Mais on voit que ça a pas changé depuis. Et même il y avait déjà ces thématiques qui commençaient à être abordées dans d'autres œuvres de SF et tout. Donc on voit qu'il avait quand même un œil, on en parle objectif. On en parle en intro justement. Je trouvais ça très malin ce que The Boys a fait avec cette autocritique ou critique de l'omniprésence des super-héros. Je serais vraiment curieux de voir une adaptation de Transmétropolitane à l'heure vraiment de BFM. Mais il y a une série animée qui est en préparation. Ça pourrait être intéressant, tu vois. Ouais. Puis à un moment, t'as même cette phrase quand on parle de lui à la télé, il dit oh mon Dieu, ça y est, je suis devenu un fait d'information. Et pour lui, c'est l'horreur, parce que non, il veut que ça soit lui qui provoque les choses. C'est pour ça qu'il est parti au début. Il explique pourquoi il est parti se réfugier. Oui, parce qu'il avait fait un roman des articles qui avait super marché. Il a écrit un livre qui a vachement bien marché sur une élection du maire de la ville, je crois, ou du président. C'est ça. Et t'as des flashbacks aussi à des moments où tu le vois plus jeune, où vraiment il avait un côté plus calme, plus machin, et tu vois que c'est vraiment cette société qui quelque part l'a transformé aussi. Il dit que c'est les fans qui l'ont poussé à partir parce que il est quand même bien névrosé, le gars, en plus. Il a des soucis. Il prend plein de drogue, mais c'est vraiment. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment, il est dans la rage constante, dans l'énervement, et c'est à l'image de la vie dans laquelle il est, c'est-à-dire qu'il critique quelque chose qu'il est lui-même aussi quelque part. Et ça, j'ai trouvé
trouvais ça intéressant en fait. Après, il y a quelques longueurs. Il y a une punchline sur ça qui m'a fait hurler de rire. C'est un moment où il parle à quelqu'un et il dit je suis aussi enragé qu'un bâtard le jour de la fête des pères. C'est vrai. Oui, j'ai un souvenir de vraiment de mettre pas forcément tout le temps, mais de temps en temps t'éclates de rire. Mais c'est ça, tu t'esclaves et puis après même quand C'est il parfait. prend des thématiques, on parlait de transhumanisme, il y a un moment, un personnage qui se transforme en une espèce de fumée là pour quitter son corps et tout, et je trouvais ça super drôle, ça, c'est intéressant quoi. Parce que tout l'univers autour est une espèce de ville post-futuriste où t'as pas mal de barrières qui sont déjà tombées en termes de tout. C'est ça, il y a société, des de gens sexe, qui se font transformer pour ressembler à des animaux, des choses comme voilà, ça. ouais. Et ça m'a fait rire parce qu'il y a pas longtemps on est en train de voir Batman Beyond et il y avait un épisode sur ça aussi. Le même truc, ouais. Et du coup je pense que c'était à peu près au même moment, donc je sais pas si 90, ouais, je me demande Il y a eu une si époque c'était des Beyond 90, je pense, plus où vieux. il commençait à fantasmer un peu sur le délire de la science. Non mais franchement je trouve ça marrant et du coup je voulais avoir un peu votre avis au niveau des thématiques, comment C'est vous marrant le la ressentiez. façon dont il le prend, ce truc de transidentité, où là c'est des gens qui essaient de vraiment changer mais même d'espèce, en fait ils se transforment en une espèce d'alien, et il y a vraiment tout un délire autour du fait que on va pas rentrer dans les trucs un peu polémiques, mais ça m'a fait penser à la façon dont c'est traité à la transidentité maintenant, et il y a toutes ces personnes qui sont en demande de... Et le racisme et l'exclusion, parce que c'est différent. Mais après, il y a aussi un autre côté, c'est quelque part, j'ai l'impression qu'il nous dit que ce qui détruit l'humain, c'est le corps, l'instinct, les sentiments, la violence. C'est-à-dire qu'en gros, si on était que, tu vois, d'esprit pur, d'énergie pure, enfin, si on se mettait dans des ordis, il y aurait peut-être pas ces problèmes-là qu'il y a dans cette société. Il y a tout un chapitre où justement où tu disais, ils se débarrassent de leur corps, et t'as l'impression que c'est plutôt un bon... une bonne chose de le faire, ouais. C'est ça, l'humanité, en gros, il a pas l'air d'être pour, enfin, je sais pas comment tu l'as ressenti, il a l'air de vouloir Mathieu. transcender un peu ce... Je vais parler, hélas, de mémoire. J'ai lu effectivement quand ça sortait. J'étais sur Paris à ce moment-là, j'allais acheter mon TPB avec la bave aux lèvres. J'ai le souvenir d'une lecture vraiment en avance sur son temps, mais alors vraiment des thématiques que effectivement maintenant tu en as de plus en plus, le transhumanisme, une pansexualité beaucoup plus ouverte, des questions d'acceptation de l'autre. Genre, ça me fait pas mal penser à Sense8 un peu. Le peu que j'ai vu de Sense8, j'ai retrouvé un peu ça. J'ai pas tout vu, mais... Et donc, et vraiment, alors ce qui m'avait plu, c'est que Warren Ellis va, par la bouche de Spider Jérusalem, te présenter tout ça, mais sans aucun jugement de valeur sur quoi que ce soit, ce que j'ai trouvé assez brillant. Tout le côté, effectivement, Faye a raison, t'as une démonstration du pouvoir de la presse, qui, notamment pas sur les masses, mais au moins en termes de... C'est ça qui m'avait beaucoup plu, c'est que j'ai découvert, entre guillemets, le journaliste Gonzo à ce moment-là, c'est que je me suis dit, c'est presque ça le journalisme, c'est que le mec, il voit quelque chose dans la société qui se passe pas forcément bien, il va mettre le point dessus, et ça va créer le débat surtout. On est très 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 loin des haters sur Twitter à l'heure actuelle, où tu n'as aucun débat, aucune discussion. Là, le mec va J'ai des souvenirs comme ça de bulletins ou de blogs qu'il a pu écrire, Spider Jérusalem, où ça met le doigt vraiment sur un souci, ça argumente, ça envoie du bois, ça donne des munitions à tout le monde, et derrière le débat est lancé dans la population. J'ai trouvé ça excessivement bien écrit, il y a une analyse sur son temps. Il y a une analyse de Ellis qui est folle, quoi. Ouais, il y a un travail, c'est pour ça que dans ma présentation, j'ai voulu un peu insister sur le fait que le mec était vraiment très actif là-dessus. Le peu que j'ai lu, c'est vrai, et Warren Ellis, on discute un petit peu en off, on faisait un combat entre guillemets entre Garth Ennis et Warren Ellis, et je suis un tout petit peu Ellis parce que je trouve que justement il a cette espèce de métaculture universelle, et Transmétropolitane, c'est une quintessence de tout ça. C'est peut-être un comics, faudrait que je le relise, mais je suis pas sûr qu'il est mal vieilli. Non, mais même le dessin. Après, le problème, c'est que, enfin, je trouve qu'il y a des trucs, des fois, qui paraissent un peu clichés parce qu'ils ont été beaucoup traités. Mais c'est vrai, comme vous le dites. 98, oui, mais c'est ce que je veux dire, comme vous le dites, quand vous remettez sur l'époque, on voit, mais tu vois, ce qui est triste, c'est qu'on voit que toutes les thématiques qu'il soulevait, elles sont encore d'actualité maintenant, et que le monde, et puis ça part pas bien, quoi. Il a même touché des trucs qui, en 98, on parlait pas de transidentité, on parlait de la Coupe du Monde, c'est ça? Moi, je me souviens pas après, j'étais jeune à cette époque-là, donc. Non, on était très loin de ça. Il y avait Buffy à cette époque-là. Ouais, non, on était encore dans des carcans, globalement. Il y avait même du racisme ou du truc. X-Files, ils avaient parlé un peu de transhumanisme et de trucs comme ça, mais bon, c'était quand même... C'était mignon. Mais je trouve qu'il arrive en un tome. Moi, j'ai lu qu'un tome, donc j'aurais pas une vision plus élargie sur le truc. Mais en un tome, il arrive à toucher tellement de thématiques et d'une façon juste. Et c'est pas... Mais moi, je m'attendais quand même à plus extraordinaire à cause de ce qu'on m'avait dit.
Mais le titre en lui-même est Et quand je même pense que c'est solide. sur la longueur voilà. que ça se. Ouais, Sûrement, non, puis sûrement. effectivement, je pense que ça a marqué quand c'est sorti. Vraiment. Alors moi, qui suis un grand lecteur de Vertigo, je me souviens pas avoir lu quelque chose comme ça. J'adore Neil Gaiman et son Sandman, j'adore Garcenis et son Preacher, mais avoir lu un truc qui te met entre guillemets autant de claques sur ce que tu peux vivre tous les jours. C'était assez intense. Hein. Il y a vraiment, alors cette ville dans laquelle vit Spider Jérusalem est globalement futuriste, ce qui permet d'avoir des concepts un peu fous. D'ailleurs, Ghost in the Shell est sorti peut-être un petit peu avant, donc effectivement, ça peut peut-être faire partie des bases du transhumanisme des années 90. Mais pour le coup, c'est tellement riche. Je pense que je le relirai maintenant. Donc je l'ai lu, j'avais non, je vais pas le dire, ça fait mal. J'étais plus jeune, mais je relirai maintenant. Il y a peut-être des choses que je comprendrais mieux ou que j'aurais pas lu, mais ouais, effectivement, quand c'est sorti, c'était une semi-claque parce que je suis pas persuadé qu'il y avait des choses comme ça. Maintenant, oui, on le survend peut-être. On est en 2019, donc il y a beaucoup de thématiques qui sont dans l'actualité depuis un moment. Mais voilà, à l'époque, c'était 97, c'était quand même assez fou ce qu'il a fait. Mais c'est fou, je trouve que cette ville, quand même, il la rend crédible. Enfin, tu vois, entre le dessin et ce qu'il fait lui, j'avais vraiment l'impression des fois de sentir la puanteur de la ville, d'entendre des gens hurler. Enfin, tu te sens vraiment. Tu vois, il y a des fois, je me sentais vraiment prise dedans, tu vois, genre, fou, j'en peux plus, j'ai besoin de calme, tu vois. C'est ça, il y a des fois, j'avais besoin de poser le bouquin juste pour avoir un peu de calme, parce qu'il y avait trop de gens, trop de bruit, trop bruyant, j'arrivais plus, tu vois. Oui, c'est mais c'est fort d'arriver à rendre ça, parce que moi, ça m'a fait penser un peu à Rick et Morty je trouve qu'on est un peu dans il y a une petite filiation entre ce que essaie de faire Dan Harmon et Warren Ellis et Robertson, vraiment. Je trouve mais même on pense à l'épisode autour de la télé. Ils l'ont fait tous les deux. C'est-à-dire que ils n'arrêtent pas de zapper en fait sur toutes les télés d'univers qu'ils ont réussi à les avoir, et on voit tous les styles d'émissions. Enfin, c'est des téléréalités. Ils le font dans Transmétropolitan. Il le fait à un moment où ils regardent plein de télé. Ouais, il dit genre zap de chaîne toutes les 20 secondes et on voit un panaché de ce qu'ils font à la télé. Il y a un épisode où il fait que ça, où tu vois que regarder la télé. Mais j'ai trouvé ça, mais le message est super intéressant encore une fois, parce que je pense qu'en y réfléchissant, c'est que le mec est un puits de culture. Il va se cultiver, il va apprendre, il va regarder, et après il va te pondre un billet de 15 lignes qui va révolutionner la planète. C'est-à-dire qu'il comprend, avant de dire une connerie, il va comprendre dans quel endroit il est, dans quelle société il est, pour pouvoir justement donner son avis. Il va pas parler sans rien dire. Effectivement, tu pourrais te dire, le journaliste Gonzo, le mec il fout la merde, il envoie du bois sur des machins polémiques, mais paradoxalement, alors bon, après c'est un comics, c'est lui le héros, mais c'est pas non constructif ce qu'il fait. Il va péter quelque chose, il va vouloir péter un système ou détruire une personnalité, mais ça sera pas pour apporter le chaos ou un truc comme ça. C'est vraiment juste, je vous montre, ça marche pas, c'est de la merde parce que ça. Le problème, c'est que vu qu'il est brillant, tu peux pas dire qu'il a tort à ce con. Et en préparant l'émission, je me suis dit putain, mais c'est vraiment ce qui manque à l'heure actuelle. Voilà, encore une fois, on est en 2019, on a je sais pas combien de sujets polémiques sociétales par jour, et t'as pas un gars qui arrive, qui a une culture phénoménale, qui va te dire le problème il est là, parce que pac, et tu vas te dire putain les gars, la raison, on va en parler. Mais la plupart du temps, si tu regardes, les journalistes bossent pas leur sujet. Ils arrivent, ils sortent 2-3 conneries. Voilà, c'est un journaliste de fond, ce que fait Spider Jérusalem. Voilà, il est dans sa ville, il va au fond du bazar, il va se mouiller les mains. Il va écouter ce que disent les gens pour en tirer quelque chose. Donc il sort de son truc, et à la fin de l'épisode, il va pondre son billet, c'est une bombe. C'est ça, il fait limite un travail sociologique aussi. Enfin, c'est. Mais ce qui est bien, c'est vraiment qu'il va s'immerger dans le. C'est ça, c'est que vraiment, il va vraiment te mettre ton nez dans ta merde et que tu l'as pas vu arriver, ta merde. Mais lui, il va directement, il va pas. Il a connu un journalisme qui va prendre des infos sur internet. Tu le vois aller vraiment mettre la tête dans la merde pour essayer de la remuer. Mais c'est ça, regarde, quand tu parlais de BFM, trucs comme ça, souvent ils font leur truc, ils ont juste parlé à une personne ou un truc comme ça, ils ont pas regardé, puis ils vont te sortir des infos, ils vont te faire peur, ils vont te machiner, au lieu de vraiment faire un vrai travail d'enquête. Ils se contentent de faire du sensationnel, en fait. Où on reparle de ce truc où il y a des gens qui voulaient changer d'espèce. Il y a tout un quartier apparemment qui est bloqué par ces gens-là. Et au lieu de juste, il aurait pu aller au bord des barricades et aller discuter avec les flics. Non, il va aller s'entretenir avec la personne. Il va aller directement en plein milieu du truc, aller voir le mec qui revendique et tout. C'est vraiment pour ça que je suis vraiment curieux de voir en série télé. Ouais, voilà, enfin en série télé, ou du moins remettre au goût du jour ce personnage pour effectivement, ça peut être intéressant de nous mettre un peu le nez dans le machin par rapport effectivement, bon, on va pas forcément cracher sur BFM, mais bon, c'est un peu l'icône du sensationnel, où les mecs ils ont une surface d'information, ils vont interroger deux pèlerins dans la rue en avant Guingamp, alors que là t'as du journalisme de fond.
qui est bon là, ça, on est en train de faire une ode à Spider-Jérusalem. Non, mais tu vois, je trouve que c'est important excuse-moi, je trouve que c'est important de rappeler aux gens que justement, voilà, il faut pas prendre les infos comme argent comptant. Il faut faire ses propres recherches. Il faut lire. Il faut essayer de comprendre ce qu'on nous dit pour essayer de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que sinon on passerait sa vie à être effrayé partout, se dire mon Dieu, putain, demain je vais ouvrir les volets, il va y avoir une bombe atomique qui va me tomber dessus, c'est la fin du monde. C'est ça, mais c'est vraiment ce qui m'avait, alors encore une fois de mémoire, ce qui m'avait plu dans Transmétropolitan et Spider-Jérusalem, c'est le paradoxe du fait que le journaliste Gonzo va te mettre le nez dans ta merde en disant ça c'est la saloperie parce que ça, ce qui pourrait être du parti pris, mais derrière la manière dont il le fait, ça ouvre le débat. Et après bon, ça part forcément ce geek parce qu'il est complètement taré de toute façon et qu'il est mégalomane. Et après il assume le fait d'être subjectif. C'est un comics qui est foncièrement à gauche, je pense. Oui, Ellis, oui, il est quand même anti-système. Il assume, il dit voilà, moi ce que je vous dis, après vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Si vous voulez vous rester dans votre connerie, pas de souci, tu vois. Il est anti-religieux, anti-clérical. Oui, mais sans être ni condescendant, ni violent, ni faire des raccourcis, ni faire des clichés. C'est qu'à un moment donné, encore une fois, tu lis son truc. Il met le point sur ce qui fonctionne pas, sur pourquoi toi-même déjà tu vas t'interroger sur la gratter. J'aime pas l'expression parce que c'est un peu mainstream. Mais ce que j'adorais, c'est quand il zappe et qu'il tombe sur une émission là où il y a une femme à barbe et tout. Enfin, tu sais que censé faire du journalisme et qu'il appelle juste pour dire vous êtes des grosses merdes et tout, quoi. C'est drôle en plus. Le comic c'est très drôle. J'ai vraiment des souvenirs de barres de rire. Ah mais moi pareil, il y a plein de fois j'ai. Mais l'univers est marrant, le Spider-Jérusalem est marrant. Enfin, il y a vraiment. Second rôle sont bien. Le président est complètement azimuté. Il est le président. Mais encore une fois, 97, et écoute, en 2019, je pense que celui qui est aux États-Unis, il est pas loin. Ah, mais alors, exactement ça. La scène dans les toilettes, je trouvais ça trop bien. Ah, je m'en souviens de ça là. Ouais, c'est drôle. Et alors, moi, il y a un truc qui m'a. J'imaginais Trump, justement. Il y a un truc qui m'a toujours fait marrer avec Spider-Jérusalem, le personnage. Alors, c'est con, mais si je me rappelle bien, il est marié, mais sa femme a été cryogénisée. Ouais, et sa femme ne doit pas être réveillée tant qu'il est vivant. C'est ça. C'est con, mais sur le principe du personnage, c'est ça. C'est que ça s'est tellement mal passé avec sa bonne femme qu'il faut attendre qu'il canne pour qu'elle revienne à la vie. C'est un peu Ça m'a fait rire. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a tout un épisode où sa tête se fait kidnapper. Oui, il court après la tête de ça. Voilà, mais il est tout en extrême, le personnage. Il est assez génial. Ah mais c'est ça, franchement, ça me fait mourir de rire. Puis même, je veux dire, à un moment, il a une assistante aussi qui est une ancienne prostituée. Il hésite pas, il balance plein de trucs dans la gueule. Il y a tout un moment où il y a des chiens, parce que les chiens parlent dans cet univers. Ouais. Et il y a un chat de tête aussi chez moi. Ouais, il y a un chien policier qui le poursuit parce qu'en fait, il l'a fait faire, il était vraiment, sa fierté, c'était son membre et ses bijoux de famille. Il avait vraiment une grosse fierté pour ça. Et Spider-Jérusalem l'a pris, il l'a fait amener chez un veto, il lui a fait couper les, et du coup, il le poursuit pendant toute c'est très très drôle. Après, de mémoire, encore une fois, c'est pas juste de la provoque ou des punchlines ou un truc comme ça. Mais il y a un peu de ça, mais c'est marrant, sur la longueur, il y a notamment, c'est pas trop gratuit dans ce que j'ai lu, je suis pas sur la longueur, mais. Oui, voilà, non, j'ai pas ce souvenir, effectivement, que ça soit gratuit, c'est très bien écrit. J'ai aussi un souvenir c'est pas bien ça d'avoir que des souvenirs, mais tu as un trio Spider-Jérusalem avec les deux filles qui l'accompagnent et ce que je veux dire, c'est pas que de la provoque ou du poil à gratter. À un moment donné, il y a quand même un peu d'émotion entre ces trois-là parce que ce mec-là est imbuvable, imbitable, insupportable, mais il s'est accotiné avec ces deux filles qui sont des braves gamines. Et il arrive à voir quand il va trop loin, justement. Il y a plusieurs fois où il va s'excuser et puis, en disant je suis un gros con. Il y a quand même un peu d'émotion ces trois-là parce que humainement parlant, ça catch souvent parce qu'il est invivable cet homme-là. Si tu peux pas. C'est clair. Je comprends que sa bonne femme. Il est fatigant au bout d'un moment. Je me demande si c'est pas sa bonne femme qui a demandé d'être cryogénisée en plus. Moi je serais pas étonné. Si c'est ça, je crois. C'est ça. Je crois que c'est sa bonne femme qui a demandé d'être cryogénisée et elle serait réveillée une fois qu'il sera mort. C'est pas dire les gars du personnage, mais pour le coup, alors j'ai un souvenir de la fin un peu plus dans l'émotion quand même. C'est tu apprends plus sur lui aussi. C'est pas juste un mec qui va envoyer de la punchline. Au début, je crois qu'il dit qu'on voulait le tuer ou je sais pas quoi. Je sais pas du coup pas si on en reparle ou si c'est son délire. Il est bien névrosé, je me souviens plus, mais je sais plus s'il est fou ou pas. Je crois pas. Pas totalement. Mais chez lui au début, quand on voit là, qu'il se tend à poil. C'est une icône, Spider-Jérusalem. Je pense que là aussi, tu sors avec un t-shirt dans la rue. Quand t'en as 2-3 qui disent hey, tu peux dire que les gars. Mais tu vois, c'est clair que sur cet univers-là, si t'as pas un personnage fort, ça aurait pas marché. Tu vois, s'ils le font en série ou en film, faut trouver le bon acteur parce que sinon ça va pas fonctionner quoi. Faut trouver du charisme, faut quelqu'un qui arrive à vraiment jouer même avec sa voix, c'est-à-dire que des fois il va parler super vite genre un truc agité, des fois il va être plus calme. Tu sens le mec il faut vraiment trouver quelqu'un qui arrive à moduler tout ça. L'énorme intérêt du comic, c'est lui. Et Warren Ellis, je trouve, de mémoire encore une fois, l'a écrit de manière très correcte pendant 60 numéros US.
ce qui est quand même très 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 bien. Warren Ellis, j'adore ce mec-là, c'est peut-être l'un des meilleurs trucs que j'ai lu de mémoire. Encore une fois, c'était vraiment à ce moment-là, c'était oh putain, je suis en train de lire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Il est fou ce mec-là. Qu'est-ce qu'on fait? Il met le feu aux jambes, c'est pas possible. C'était génial. Mais il est journaliste alors. Voilà, il est journaliste, y a pas de problème. Il y a pas de souci. Tu le détestes, mais putain, il a raison. Mais qui con, c'est pas possible. Ouais, Aussi con, mais il a mais c'est ça, tu lis, tu fais mais qu'il est con, mais qu'il est con. Et tu te finalement, marres, c'est un en fait. connard, mais peut-être que t'aurais fait pareil à sa place. Ouais. Mais c'est fou, il arrive quand même à être attachant parce que moi, tu sais que ça. si j'arrive pas à m'attacher au perso, qu'il m'intéresse pas un petit peu, ben, j'ai Oui, pas envie mais de c'est parce continuer à qu'il est lire. drôle, Et il est là, Ça, tellement parce que c'est un drôle. bâtard, il déteste tout Ouais, le monde, ouais. mais effectivement, j'ai souvenir de là. Et quand je l'ai fini, le comic, je fais ah mince, j'aurais pu Spider Jérusalem. Alors que le mec est détestable, il déteste tout le c'est monde. ça. On s'en fout de la Le merde. mec, limite, tu l'aimes bien aussi parce que quelque part, t'as envie de pouvoir faire comme lui et de dire ce que tu Oui, penses de bouger tout, les quoi. choses. Parce que paradoxalement, Mm. cette société pseudo-futuriste où tu as l'impression, c'est vraiment actuel, hein, tu as l'impression C'est d'avoir clair, plein de il y a libertés, beaucoup mais de tu les as pas en thématiques. fait. Quoi. C'est ça. Tu les as pas parce que le médium journaliste est mainstream, parce que dès Mm. que le mec veut penser un peu différent, il rentre dans Allez, une hop. case et c'est mort. Et en Mais fait, c'est exactement ce qu'on trouve dans une société. Dès que tu Bah, rentres ouais. pas dans une case établie par elle-même, ah bah ça y est, tu te Et lui, fais il arrive, harceler, il tu te fais secoue tout le monde, insulter. il casse les codes, il casse Ah les ouais. barrières, il casse en disant on est juste des gros cons d'humains, arrêtez de Mais c'est ça, il y a personne qui vaut mieux qu'un autre, on est tous des débiles et puis voilà. J'aime bien la façon dont il négocie son contrat aussi. Ah oui. C'est C'est très trop drôle bien. avec son éditeur. Mais moi j'adore au début, je m'en fous et tout, c'est pourri. Puis le mec fait, ouais, mais t'as un contrat, tu veux me faire 2 articles, je sais pas quoi. Non, Oh. 2 livres. Ouais, 2 livres, voilà. 3 livres, Et je le trouve, mec, ça, il dit, bon, c'est bon, mais genre, il fait que pester pendant tout le chemin. Enfin, ça m'a fait trop rire, quoi. Ouais, c'est le genre de gars que t'aimerais bien avoir comme pote. De temps en temps, pas trop, Voilà, Parce parce qu'il que va te Et c'est même fatigant. l'univers, je trouve vraiment. mais une fois de temps en temps. Il y a plein de- Moi, Il y je a- pourrais pas vivre dans cette ville, Ah je non, il est deviendrais complètement insupportable. folle. Hein. Il y a un truc qui est marrant, à un moment, il se fait attaquer chez lui, et je crois qu'il tue malencontreusement 3 personnes. Du coup, il appelle les flics en disant bon bah j'ai Je dû suis tuer, journaliste. j'ai dû tuer journaliste, j'ai dû tuer 3 personnes. Le mec lui fait ah mais vous les avez tués dans l'enceinte de votre propriété. Il fait ah oui, bah y a pas de problème, c'est dans la constitution, vous pouvez le faire. Par contre, je vois que vous avez pas vous avez pas d'assurance. On vous envoie les flics parce que vous avez votre assurance qui a été reliée. Putain. À quel point Ah le ouais. monde est devenu pourri et Tout le monde sait tout sur toi, et la mondialisation, et GAFA et compagnie. Puis t'as Warren pas, Ellis droit... nous avait prévenu. Puis t'as pas le droit de faire des erreurs. Regarde, tu vois, t'as fait un truc genre dans ta jeunesse, on revient te faire chier 50 Bah ans ouais, plus tard c'est ça. pour une connerie que t'as fait dans ta jeunesse. James quoi. Gunn, par exemple. Voilà. Je veux dire, t'as le droit de faire des conneries et d'apprendre que t'as fait une connerie et d'évoluer aussi. Ouais. Enfin, c'est aussi ça, l'humain, c'est sa force de pouvoir évoluer. Après, si tu restes un con, bon, bah, c'est ton droit, mais... tu Mais veux c'est faire chiant. comme chez Spider Jérusalem et mettre un coup de botte dans la fourmilière. De sortir ouais. les doigts du... Et tu mets des Faire coups bouger. de boule et puis voilà. Donc encore une fois, je pense qu'on c'est un titre qu'on recommande fortement. Ouais, ouais, c'est quand même une curiosité. Alors après, il faut rentrer dans le délire, effectivement, parce que C'est ça. le premier tome, c'est comme ça tout le temps. Donc, faut apprécier Ouais. le... Puis si on n'aime pas les choses un peu vulgaires, un peu... Ah oui. Ah, c'est très un chouette. peu voilà, sanguinaire, on va dire, un peu... Ouais, voilà, mais sûr voilà, que- c'est pas gratuit, par contre. C'est encore pas une fois. gratuit, Voilà. ouais. Moi, c'est un truc, tu vois, que ce soit le sexe, la violence et tout, quand c'est gratuit, ça me gonfle. Mais Oui. là, tu vois, j'ai pas été énervé. On n'est pas chez Non, Marc non, Millard. Par exemple. Voilà, allez, par il faut exemple, qu'il- par à chaque exemple. émission, Moi, c'est les frères Russo, je me suis retenue pourtant. Tu te fous de ma gueule J'ai failli dire tout à l'heure, ils auraient dû aller rencontrer Monsieur Starlin, tu vois, je l'ai pas dit. Alors. Voilà. Donc, Ils ont sûrement dû le rencontrer. eh ben, ils Non, devaient c'est être sourds parce qu'ils ont rien compris. c'est un vrai bon écrivain, Warren Ellis. Ouais. Mais moi, je suis fan de cet homme-là. Même ce qu'il fait à l'heure actuelle, Trees, c'est super intriguant. Injection, je suis fan. The Wildstorm, Injection, c'est une c'était tuerie. sympa, c'est vrai. Ouais, Par contre, c'est cryptique, hein. Faut accepter de se perdre et dire, je sais pas ce que je lis, je m'en fous, c'est Warren Ellis, c'est génial. Mais voilà, le gars est très très bon. Moi, en tant que, personnellement, Alan Moore en 1, Warren Ellis, il est juste derrière. Et les meilleurs Les meilleurs, il gagne des places. Il grignote, il a fait du X-Men pas J'ai terrible, du mal, mais les c'est pas sa meilleurs. faute. Mais Ah non, je sais qui c'est, j'ai dû. Alors Jeff Lemire, j'aime beaucoup, mais non, il est loin de ces deux-là. Ah ouais c'est bien, c'est qui Ah, disait ouais. que c'était. Ah non, c'est pas toi qui disais ça, c'était. Moi, c'est Ces pour gens l'instant, qui je disaient retiendrai que les Alan meilleurs, Moore, c'était les meilleurs. Ouais, Garcinis ces et... gens étaient amoureux de Lucius, Meyer. Ils sont des et scènes. surtout Garcinis. Les Descenders, c'est génial. C'est génial. Non, c'est pas bien. J'ai Non, pas aimé c'est- le dessin, surtout. Je l'annonce, mais je sais pas si ça va se faire. J'espère que je croise les droits. Ça fait une semaine qu'on a du mal pour se trouver, mais j'espère que on va pouvoir le faire. Je l'avais un peu annoncé dans l'émission de la semaine dernière.
mais on va demander son avis au Commis des Comics, qui est un youtubeur qui parle de news autour du comics, qui parle, je pense, à chaque émission de Transmétropolitane en disant que c'est le meilleur comic de tous les temps. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir son avis. C'est étonnant qu'il n'ait pas le look de Spider Jérusalem. Mais il a son look, mais avant qu'il passe à la douche. C'est pas facile à porter le look de Spider Jérusalem, ouais. Et après, si le gars a tellement de poids derrière qu'il assume, génial. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ça va être chaud. Les tatouages et tout. Donc on va placer une petite conversation qu'on a eue tous les deux sur le titre et on revient juste après. Alors on est toujours dans Comics Discovery, comme je viens de l'annoncer, on a eu la chance d'avoir un petit guest, donc on tourne le truc, on a tourné lundi, là on est mercredi, donc normalement le truc sort demain, vous aurez tout comme il faut. Quand il dit le truc, c'est son émission, hein, je tiens à préciser. Oui, bon, on peut dire ça, le truc. C'est son émission, c'est quand même mieux, faut bien le vendre. Et vous l'avez entendu avec sa voix suave, c'est le Commis des Comics. Bonjour à tous, salut à toi, merci de m'inviter, merci d'avoir pensé à moi pour transmettre. Non, en même temps, c'est un peu compliqué de penser à quelqu'un d'autre en parlant de transmettre. Oh, alors là, tu me fais plaisir. Tellement tu survends. Comment ça survend ? Tu n'en parles pas à chacune de tes émissions. C'est vrai. À croire que tu es payé par Warren Ellis et Derek Robertson. Eh non, ils n'ont pas besoin de payer. Hein. Le talent, ça parle tout seul. Non, c'est génial. Il est génial. Mais je sais pas du coup ce que vous en avez dit. Alors, on en a dit du bien. Ouais. De toute façon, est-ce que c'est parce que je sais pas si tu as suivi, mais tout cet été en fait, on parle que de Vertigo. On tire au sort à chaque fois des trucs pour rendre hommage à cet imprint fabuleux. D'accord. Et en fait, la question c'est est-ce qu'on peut dire du mal d'un titre Vertigo ? Non, il me vient rien là. Là, il me vient rien. Du coup, en intro, est-ce que tu peux ton passif avec Vertigo, toi, qu'est-ce que ça t'évoque Vertigo, ça m'évoque bizarrement, pas bizarrement, mais pour moi Vertigo, ça rime avec qualité. Alors Vertigo, ça a été, mais Vertigo, c'était avant Vertigo pour moi, c'est Karen Berger vraiment. Oui, c'est elle qui a lancé. Qui a lancé le truc, elle était là avant. C'est elle qui a lancé cette espèce de vague anglaise qui est venue recruter donc Alan Moore, Morrison, Gaiman et tout le monde. Et donc elle a commencé des séries Vertigo avant de même de lancer Vertigo quoi. Je veux dire Sandman ça a commencé avant, le Swamp Thing d'Alan Moore, Animal Man de Grant Morrison qui est un chef-d'œuvre. Je sais qu'Urban va le ressortir donc je vous conseille de vous y jeter dessus. Et après Vertigo ça a été le bateau qui a permis de sauver d'autres titres venus de labels qui marchaient un peu moins. Et c'est le cas du label de science-fiction de DC qui s'appelait Helix. Et qui a pas marché, qui a duré 3 ans de 96 à 98. Et le seul, alors pas le seul, mais clairement le meilleur titre, oui, c'était Transmétropolitane. Personne ne pensait que ça allait durer plus d'1 an, ni Derek Robertson ni Warren Ellis. Et finalement, c'est le titre qui a le mieux pris et qui a été rapatrié chez Vertigo. Donc pour moi, Vertigo, c'est un peu comme une petite arche de Noé d'un des meilleurs titres de son label qui est Transmet. Ok. Et pourquoi toi, ce titre t'a touché en particulier Qu'est-ce qui fait que... C'est quand même assez rare d'avoir sur une série mensuelle, déjà, on va parler de Derek Robertson, un artiste qui arrive à s'éclater autant, à se dépasser autant pour créer un monde fouillé, dense. Et ça n'aurait pas marché autrement en fait. Je veux dire, dans Transmétropolitane, l'un des personnages principaux, c'est la ville. Cette ville qu'on ne nomme pas, qu'on ne situe pas dans le temps. Cette immense métropole qui n'est ni une méga city one, tu vois, c'est pas, elle est vraiment unique un petit peu dans le genre, quoi, parce qu'elle est assez banale finalement pour une dystopie, mais en même temps, elle est vraiment à considérer à part entière dans le récit. Si tu veux, je m'excuse, je suis un peu fatigué, c'était JT Comics dans la nuit, donc je vais avoir peut-être du mal à trouver certains mots, mais non, voilà. Alors pourquoi c'est important? Parce que voilà, je pense que graphiquement parlant, je veux dire, vous pourrez me dire que Derek c'est peut-être pas le plus technique des artistes ou quoi que ce soit, mais en un mois, ce qu'il arrivait à produire sur du Transmet, c'est quasiment inégalé. J'ai jamais vu personne d'autre le faire.
Donc déjà ça, et ensuite pour les thématiques, je veux dire Warren Ellis, quand on lui a demandé de faire de la science-fiction pour Helix, il a dit oui, mais c'était un prétexte la science-fiction, c'est-à-dire qu'il a construit une espèce de satire sociale qui 20 ans plus tard tient toujours. Et alors ça, je sais qu'il s'en mord les doigts, hein. Derek aussi, il s'en mord les doigts tous les deux, mais ça tient toujours, et il a été complètement visionnaire. Je veux dire, les feed readers, là, il a prévu l'avènement des smartphones, l'avènement des news en continu à la BFM et compagnie, le cloud avec les foglets, c'est l'espèce de transhumanisme là avec les transités. Il a prévu pas mal de choses qui sont arrivées après, et ça c'est quand même assez impressionnant. Enfin, je veux dire, ça impose le respect. Ça et l'histoire, voilà, ce personnage de Spider Jérusalem, de ses filthy assistantes, on est obligé de faire. Moi, ça marche à tous les coups sur moi, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce titre, ça, et pour son sous-texte éminemment socio-politique. Ok, et comment tu l'as lu en TPB ou tu l'as suivi comme ça sortait Non, je l'ai lu en TP parce qu'en 97 j'avais 7 ans. Ah oui. Donc non, je l'ai lu en TP quand c'est sorti plus tard là chez Panini, je crois, ouais, avec une très très bonne traduction de Jérémy Manès. Donc ouais, je l'ai lu, je l'ai découvert plus tard, et c'est vrai que ça, et à chaque période je sais plus à quel âge je l'ai découvert, mais tu sais, c'est l'époque de tu te construis un petit peu. Moi je me considère toujours en construction à 29 ans, hein, mais quand tu es ado, tu commences un petit peu à te construire politiquement, tu commences un petit peu à te chercher, et donc je trouve que voilà, d'avoir un personnage qui dès ce premier chapitre, cette espèce de fou furieux qui ressemble en plus à Alan Moore dans le premier chapitre, même si après on est plus sur du Grant Morrison en termes de look, mais qui ressemble à Alan Moore, qui est complètement parano, et qui, avant de partir de sa campagne, enfin de sa montagne, va éclater le bar, enfin va tirer au lance-roquettes dans le bar dans lequel il va, parce que si lui peut pas en profiter, ben personne d'autre. Je veux dire, voilà, c'est un personnage qui de suite il est haut en couleur, et ça m'a beaucoup plu, tu vois. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé les personnages comme Donald Duck, tu vois, et j'ai retrouvé cette espèce de colère, tu vois, une espèce de pétage de plomb qui m'a plu. Et après, voilà, tout le sous-texte politique, voilà, le rapport au puissant, le rapport à la vérité, au journalisme, c'est juste immense. On pourra en parler des heures, hein, je t'avertis, hein. Faudra que tu m'arrêtes là, parce que ça va être compliqué. On sent vraiment je sais pas si c'est quelque chose qui te touche, le parti engagé de Warren Ellis, c'est vraiment dans complètement, bien sûr que ça me touche. Mais peut-on faire de l'art sans être engagé? Je sais pas trop. Je pense que oui, ça doit être possible, mais c'est vrai que le principal atout de transmettre, c'est ça, c'est d'avoir su trouver un archétype deux archétypes d'hommes politiques. Donc tu as la bête, le sourire. Alors à l'époque, on était un petit peu sur du Nixon et du Bush. Ouais. Et au final, ça marche partout, je veux dire. Et maintenant, en plus, maintenant, c'est vrai qu'il y a une espèce d'inceste, mais si tu prends Donald Trump, c'est à la fois The Beast, à la fois le sourire. Si tu prends Macron, pareil, c'est un petit peu les deux. Et donc, il a réussi à faire s'opposer deux archétypes d'hommes politiques comme ça. Donc, la bête, là, qui est plutôt utilitariste, tu sais, genre partisan du moindre effort électoral. En gros, il sait que pour gagner, il faut qu'il ait 51% des votes, et donc qui donne à manger, et en gros, des congés payés à 51% de ses électeurs. Et basta. Et l'autre qui essaye de venir prendre sa place en étant plus idéaliste, plus propre, en faisant semblant, en fait, hein, puisque c'est une ordure finie. Enfin, je veux pas trop spoiler, ça m'emmerde un peu de spoiler, mais bon, on s'en doute. Donc ça, c'est intéressant de voir comment ça n'a pas bougé un brin depuis 20 ans, et qu'à chaque élection, tu peux trouver quelque chose qui rapproche les hommes politiques en jeu avec les deux qu'on a sur le papier, quoi. Ok. Et le fait que toi t'en parles autant, est-ce que tu as eu des retours un peu de ton audience Alors de mon audience, moi je suis pas un gourou, hein, mais c'est vrai que je suis toujours très content quand on me dit j'ai lu Transmettre, je me régale, et régulièrement. Alors que j'ai aucun contact avec Urban. Autant tu vois, j'ai des contacts avec Panini, enfin ils m'envoient des services presse, j'ai des contacts avec Glénat, mais j'ai aucun contact avec Urban.
Mais ça me dérange pas, tu vois, moi j'ai jamais demandé un service presse de ma vie, mais Urban m'a jamais contacté. En tout cas, ce que je sais, c'est que parce que j'ai travaillé un petit peu en librairie aussi il y a quelques temps. Je veux dire, une fois j'étais en librairie et c'était une librairie généraliste, si tu veux, et il y avait donc de la BD, du comics et du manga. Ouais. Et le type vient chercher un manga pour sa femme. Et je suis très emmerdé parce qu'en manga, je suis une pipe, je sais pas quoi te conseiller. Je veux dire, je sais que Dragon Ball c'est du shonen, je sais qu'il faut conseiller Berserk parce que j'ai vu les planches et que ça m'a l'air fou. Mais sorti de là, je suis pas bon, tu vois. Donc j'ai dit, écoutez, j'étais tout seul en boutique, je dis, écoutez, je suis pas bon, est-ce que ça vous dérange d'explorer différents styles? Et quand je dis ça, à chaque fois, c'est que je vais au rayon Vertigo, enfin, je vais au rayon Urban Indies, et tac, je lui sors Transmet, tu vois. Et donc je commence à lui parler de Transmet, on parle une demi-heure. Et il me dit, putain, tu sais quoi, y a pas de souci, je le prends pour ma femme, et si elle l'aime pas, c'est moi qui le lirai. Et après il était revenu prendre tous les autres tomes. Non, donc j'ai des retours positifs, mais ça a rien à voir avec moi, hein, ça a à voir avec la qualité du récit. Enfin, je veux dire, j'ai mon pote Alexandre Sauzet qui avait pas aimé, mon pote Alex là, qui a réalisé l'intro le JT 200 là, le court-métrage d'animation. Qui est graphiste, qu'il est toujours. Lui, il kiffe pas, tu vois, et ça m'empêche pas d'être ami avec lui et de l'aimer fort. Mais bon, voilà. Si tu m'écoutes, Alex, tu te trompes. Il y a un discours assez engagé, assez fort, donc ça peut. C'est comme le personnage de Spider Jérusalem peut donner envie de l'apprécier ou le penser que c'est un connard fini. Ben ouais, mais en même temps, oui. Alors, oui, mais ça fait ça avec tous les personnages, tu vois. Enfin, je veux dire, le petit chaperon rouge, le grand méchant loup, tu peux avoir envie de les apprécier. Non, mais t'as des personnages plus lisses et plus. Ouais, lui, il est pas lisse et en même temps, il est touchant parce que tu vois, tu penses qu'il ne se soucie de personne et en fait, tu comprends quand même qu'il aime ses assistants, même son chat. Ouais. Voilà, et puis on est sur un personnage qui pourrait pas exister en vrai, ça c'est impossible, il peut pas y avoir de Spider Jérusalem en vrai, il mourrait d'une overdose et il arriverait absolument rien à écrire. Un petit peu comme a fini d'ailleurs le personnage dont il est en partie inspiré, voilà, parce que c'est pas que Hunter S. Thompson, hein, mais un petit peu comme il a fini lui. Tu vois, lui il a très très mal fini, il pouvait plus écrire, il pouvait plus rien faire, donc ça l'a saoulé et il s'est tiré une balle, tu vois. Il a fini dans un canon tiré dans la mer par comment il s'appelle, par Johnny Depp. Ouais. Donc voilà. On en a parlé aussi, on avait la même anecdote. Ben voilà, ouais, donc c'est ça. Mais c'est pas que Hunter S. Thompson, hein, c'est aussi un critique musical qui s'appelle Tom Wolfe. Enfin, il est inspiré de plusieurs. C'est pas juste Hunter S. Thompson. Ils en parlent dans le super éditorial de Urban que je vous conseille de jeter un coup d'œil. C'est d'ailleurs à mon avis il faut toujours lire les avant-propos et même les trucs enfin. C'est sûr, même y aller après. Enfin, je veux dire, moi je suis plutôt bien placé pour parler. Pour le coup, j'ai les 3 éditions en absolute. J'ai les éditions d'Urban aussi, mais j'ai les 3 éditions absolutes là. Et il y a des anecdotes à la fin. Tu vois comment Darik travaille. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. On s'était bien liés d'amitié on s'est bien liés pendant 4 jours avec Darik Robertson et il m'a raconté de ces anecdotes de folie, tu vois, mais c'est toujours évidemment bien de lire tout ce qui est paratexte dans des comics. Après, quand ça t'intéresse, après le mec qui veut lire que son histoire, je peux comprendre aussi qu'il n'ait pas envie mais ça permet d'aller plus loin dans le. Oui, mais il y en a qui n'ont pas forcément envie d'aller plus loin, tu vois. Mais c'est sûr que pour transmettre, je conseille évidemment d'aller plus loin et de lire tout ce que vous pouvez dessus, ça c'est sûr et certain. Ok, bah je pense qu'on a fait un peu le tour. À moins que tu aies un dernier truc à part lire, lisez, transmettre. Alors déjà j'aurais pas dit lisez, transmettre, j'aurais dit lisez et lisez, transmettre. Et non, tout ce que j'aurais à dire, je sais pas si on en a bien parlé, mais c'est vrai que un dernier point qui me semble important dans transmettre, c'est la façon dont il a prévu aussi la radicalisation des médias. Donc les médias, les grosses corporations un petit peu chiens de garde et à la solde de soit de société, soit d'un pouvoir. Et comment il a prévu que ça allait un petit peu ça allait créer une situation assez inédite dans laquelle tu aurais donc une crise de confiance envers les médias et que ça créerait des réseaux plus souterrains, donc The Hole dans Transmet.
des espèces de petits réseaux pirates comme ça, des espèces de petits canaux pirates où ils cherchent la vérité, mais c'est vrai qu'ils partent souvent avec un biais, et c'est un petit peu ce qu'on pourra avoir avec tous ces sites qui en même temps font une espèce de clientélisme, parce qu'ils doivent entretenir un public qui a déjà un biais. Donc tu vois, un truc un petit peu genre égalité, réconciliation, je pas citer que Soral, mais j'en ai pas d'autres en tête là. Mais il y a plein de il y a plein conspi un peu conspi, ou alors qui ont sans forcément être conspi, qui ont un préjugé et qui vont essayer peut-être de faire tourner tous leurs articles autour de ce préjugé là. Ouais. Et donc ça, il avait prévu ça avec The Hole, et la situation est préoccupante, tu vois. C'est assez intéressant de voir comment il a prévu la crise de confiance qui est pour moi légitime envers les grands médias il y a 20 ans. Et toi, quand t'écris, je pensais à une dernière question du coup. Quand t'écris tes news tous les mercredis et quand tu les sélectionnes aussi, parce que il y a un travail éditorial, est-ce que tu penses un peu à Spider, à Warren Ellis et à Spider Alors, j'ai pas la prétention. Alors, j'aurais absolument pas la prétention. Moi, je distingue vraiment le côté, l'aspect politique, tu vois, qui régit. Alors, même si dans tous mes JT, il y a une forme de politique, je vais pas le nier, il y a aucun problème. Et je me prive pas de commentaires. En tout cas, je pense. Moi, j'aime bien la forme de journalisme, le gonzo. Ça, c'est le gonzo. Donc, quand tu fais peser toute ta subjectivité dans l'article, que tu n'essayes pas de te cacher sous une fausse objectivité qui n'existe absolument pas et nulle part. Ça, c'est impossible. Ouais. Donc ça je l'assume à 100%. C'est ce qui fait le personnage un peu du commis, même s'il est quand même assez proche de moi, même si j'aime bien le tourner en ridicule, parce que je pense qu'on n'est pas grand chose. Et donc oui, je pense à l'aspect gonzo, mais je distingue quand même l'aspect divertissement, même si les comics ça peut être quelque chose, et ça l'a toujours été, de tout à fait politique. Je parle quand même la plupart du temps du MCU, des comics, de ce qui se passe chez Marvel, chez DC, chez les indés. Des news insolites, enfin tu vois, donc je suis pas dans la politique. Si j'étais dans la politique, je le ferais autrement, et peut-être avec un peu plus de sérieux, parce que c'est un peu plus sacré pour moi, tu vois. Quand tu commences à toucher à la vie des gens, c'est un peu plus sacré que ce que je fais moi, qui est de l'ordre du divertissement, très clairement. Après, on pourrait te dire tout est politique. Non, mais ça, j'en suis persuadé. Tu as raison. Tout est politique, c'est clair et net. De toute façon, dont, par exemple, tu traites le Comics Gate ou tu parles de check-in ou de ce genre de trucs. Moi, en regardant tes vidéos, on sent un petit côté. Tu sens le parti pris, mais bien sûr, mais et c'est assumé. Enfin, je veux dire, il y a aucun problème. Mais c'est l'intérêt aussi d'avoir sa propre chaîne, d'être son propre patron. Moi, en plus, je monétise pas mes vidéos, donc personne peut me reprocher de mettre le titre que je mets ou de dire les choses que je dis pour entretenir une clientèle, tu vois. Ouais. Moi, je fais ça, je suis libre à 100%. Et ce qui est intéressant, c'est de donner son avis. En même temps, tu vois, moi, j'ai pas les réponses à tout. Moi, je doute énormément de plein de choses. Mais sans parler des sujets éminemment politique comme le Comics Gate, puisque c'est quelque chose de très politique. Je veux dire, quand je parle de la façon qu'Alan Moore a je dis ça parce que j'en ai parlé dans le JT de ce matin, le 203, de la façon qu'il a de dénigrer, de refuser en permanence les adaptations, enfin de commenter, de promouvoir ou même de s'intéresser à toutes les adaptations qui sont faites de son œuvre, c'est une forme de politique aussi. La façon dont il se laisse pas faire, dont il se laisse pas mener par le bout du nez par des liasses de billets, il y en a très peu qui ont ces couilles-là. Et moi, c'est ça qui me plaît en Alan Moore, c'est ça qui me plaît en Bill Watterson, en Warren Ellis aussi. C'est j'aime bien ce genre de, ce que j'appelle gentiment des têtes de con, tu vois. J'aime bien ça me plaît. Donc ça c'est politique bien, aussi. Amour. Hein? Ça va très bien, Amour. Ah oui, c'est une tête de con, Alan Moore, mais en même temps, une tête de con de laquelle il est sorti du Halo Jones, du V pour Vendetta, du Watchmen, des meilleurs runs de Swamp Thing qui existent, et plein de trucs, même pas chez DC, même pas chez Marvel, qui méritent d'être lus, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Et en parlant, alors je vais pas faire de révélations, ça serait pas cool, mais en parlant avec des artistes, des auteurs et tout, tu te rends compte que pas tout le monde, même ceux que même sans parler de ce que je sais, regarde un mec comme Bob Kane qui a créé Batman, donc qui a priori a dans l'intérêt une forme de mission pro-sociale, bénéfique, bienveillante, la justice et tout, et il a baisé Bill Finger jusque dans sa fosse commune, qu'il est mort, il a crevé d'une maladie, la gueule ouverte. Donc tu vois, ça va pas, tu vois, tu peux pas créer un personnage qui est amateur de justice, même de justice musclée, et en même temps laisser crever celui qui t'a filé toutes les idées, tu vois, ça va pas. Donc il y a beaucoup
faut pas se laisser amadouer par le message. Voilà, ça veut pas dire que les auteurs ont la pureté des personnages qu'ils écrivent en tout cas. Mais Warren Ellis, si. Ça, je sais de source sûre que Warren Ellis, c'est un gars sûr. Une fois que tu es... Et Alan Moore aussi, d'une certaine manière. Hein. Je veux dire, quand il rend les droits, quand il donne les droits d'adaptation de Watchmen, de V pour Vendetta à Lloyd, à Gibbons, je peux t'assurer qu'il les rend millionnaires. Donc voilà, un mec qui te rend millionnaire, qui se sacrifie pour te rendre millionnaire, même si lui aussi peut-être doit l'être, enfin même s'il est bien, c'est quelqu'un qu'il faut... Enfin, c'est quelqu'un qui m'intéresse, moi, forcément. Ouais, il a des convictions et il va jusqu'au bout de ses convictions. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pas facile, tu le vois, même avec un mec comme Bob Kane, tu vois, c'est pas, qui était millionnaire aussi, mais qui laisse crever le mec qui lui a filé la plupart de ses idées. Voilà. Bah ouais, c'est dommage. Et donc ça aussi, c'est un thème de Transmet, et c'est pour ça qu'il faut absolument lire Transmet, une œuvre visionnaire, une œuvre amusante, très bien dessinée, et qui devrait vous faire kiffer. Il faut aller jusqu'au tome 2, hein. Je le précise souvent, parce que c'est vrai que le tome 1, tu sais pas où il veut aller, tu sais pas où il veut en venir, mais ça, c'est juste parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être annulés. Donc il a pas forcément construit une histoire sur le long terme, donc c'est pour ça que tu as des transités, tu as une histoire qui se résout, mais à partir du tome 2, on sent que là il avait la certitude de pouvoir mener le récit où il voulait, donc il construit quelque chose de plus élaboré, il part dans l'élection et dans quelque chose de plus politique. Ok, en tout cas merci à toi. J'espère que j'ai pas été trop long, et sinon c'est pas grave, de toute façon il y a... Ouais, de toute façon ils ont déjà entendu les 40 minutes de nous qui déblatéraient dessus. C'est parfait, il me tarde de les entendre, il me tarde d'entendre ça aussi. Je te remercie en tout cas pour l'invitation, et écoutez, lisez. Si tu veux faire un peu de pub quand même. Avec plaisir. Écoute, moi c'est le commis des comics, hein, vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Les liens sont dans la description. En convention, les liens sont dans la description. Mais là, je vais faire pas mal de conventions. Là, il va y en avoir il va y avoir des conférences en médiathèque à Comte. Il va y avoir la Paris Comic Con, évidemment. Ça va être oufissime. Restez branchés parce que ça va être fou. Je vais y animer normalement 2 conférences avec 2 grands maîtres du comics. Je suis à la fois, je me chie dessus, et à la fois, je suis très stressé. Et voilà, hein, on se retrouve sur YouTube ou en vrai, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Et merci à toi. À une prochaine peut-être. J'espère. Moi, tu sais, tu m'appelles, et dès qu'on peut parler comics, je suis là. Ok. Donc, merci au commis. C'était très gentil. J'espère qu'on aura réussi à le tourner, ce truc. Du coup, est-ce qu'on a fait un peu le tour de la question? Oui, il faut le lire, voilà. Et lisez-le, mais lisez tout Vertigo, quoi. Celui-là, oui. Après, voilà, encore une fois, c'est pas du super-héros, donc, mais si c'est pas votre truc, c'est pas grave, parce que ça n'a aucun rapport. C'est pas un comics qui m'a laissé sans émotion, ou voilà, ça m'a bougé, ce truc-là. Donc si vous êtes curieux, j'imagine qu'il y a des rééditions, peut-être. Ouais. Vous trouvez ça facilement chez Urban. Oui, Urban, ils font du bon boulot. Donc lancez-vous. Si vous avez envie de vous faire gratter un peu là où ça fait mal, il est sympa, Spider Jérusalem. C'est un connard. C'est un gros connard. Et puis si vous aimez les vieux films d'action, Chuck Norris, Steven Seagal avec des bonnes punchlines, vous pouvez regarder ça aussi, vous serez en terrain familier. Si vous aimez Commando, tiens, je pense aux amis de VHS et Canapé. Très loin de Commando. Vous voyez, il y a des bonnes non, punchlines. Par contre, je pense qu'effectivement, tu le lis, tu as une feuille à côté de toi, et puis la punchline, tu les notes. Hein, c'est clair pour les ressortir. Ça, je le sortirai au boulot. C'est comme celle de Bison avec, pour moi, c'était un mardi, ou je sais pas quoi, ou un jeudi. C'est pas un mardi plutôt? Je crois que c'est un... j'irai vérifier. Tuesday, je crois. Mardi, du coup. Ouais, mardi. Ouais, effectivement. Donc, tester l'aventure, ça peut être génial. Si jamais vous accrochez, ça peut être génial. De toute façon, il n'y a rien de mal à tester. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Ce sera un peu plus cryptique. J'ai hâte la semaine prochaine. On n'a pas encore commencé, j'ai pas commencé à le lire, mais j'espère que... Moi, j'ai hâte de les relire, que tu me passes des liens pour les relire. Donc j'espère qu'on réussira à en parler comme il faut. C'est un peu un défi pour moi, je pense. Moi aussi. La semaine prochaine. Ouais, ça va être compliqué d'en parler, mais comme gros vous le morceaux. savez, si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière, on vous parle de Sandman, de Neil Gaiman. Et c'est qui au dessin au début? Ils sont 90. Sam Kiss au début. Et après ils sont. Après, c'est Spider Jérusalem qui vient. Ouais, ils sont un paquet, mais moi c'est mon comics. D'accord, j'espère qu'on... mais c'est un truc de fou, Sandman. Au début, je comprenais rien, mais c'est un truc de fou. Et à la fin, tu comprenais rien, mais... Non, mais c'est génial, les dessins, ils sont super. Enfin,
Voilà. Donc Sandman la semaine prochaine, avec plaisir. Et juste pour préparer Sandman, je conseille aux auditeurs d'écouter l'émission de César Hommage collatéral sur Neil Gaiman, parce qu'il y avait une partie justement sur Sandman et ça peut être pas mal pour se mettre en condition. Et puis Hommage collatéral, c'est très très bien. Voilà. D'ailleurs, on fait un petit coucou à César qui nous écoute. Tout ce en plus, il a lancé un autre podcast il y a pas très longtemps qui s'appelle Élément déclencheur. Oui, c'est ça. Vous allez écouter aussi. C'est des interviews, c'est pas mal. C'est très très bien, comme tout ce que fait César. Tout à fait. Donc, voilà, c'est un peu tout. Si vous voulez discuter avec nous, peut-être discuter un peu de Transmétropolitane, on ne peut que vous conseiller. D'ailleurs, Mathieu n'est toujours pas venu sur ce. Si, il y est sur le Discord, mais il vient pas tout le temps. Oui, c'est vrai. À un moment que je suis pas passé, mais oui. Donc, si vous voulez venir discuter de Transmétropolitane avec nous, vous pouvez venir sur notre salon Discord. Le lien est dans la description. J'ai rien contre Discord. Par contre, une bière dans un bar, c'est bien aussi. Oui, aussi. Ouais. Si vous êtes sur Montpellier, je fais la mienne, je fais la première. Ah, super. Ouais, peut-être que c'est. On sait pas. Sully nous a pas. On sait pas. Après, ça va porter, ça se fera pas. Ce sont pas ces Jedi que c'est des droïdes que vous cherchez. Voilà. Je ne dis pas qui, mais tu vas rentrer chez toi et penser à ton ami. Peut-être qu'on va recevoir un auditeur dans une émission. Excellent. Avec qui on pourra discuter, ce sera très cool. Ouais. Et si vous êtes auditeur cet été, que vous avez des dispos, on tourne le lundi, donc le lundi soir, vous avez des dispos le lundi soir, vous voulez venir discuter de puis même si vous voulez peut-être rejoindre l'équipe, parler de comics ou quoi, profitez de l'été pour un peu venir tâter le terrain. On aura besoin de gens en septembre, puisque Jean justement part en décembre. Donc, mais tu sais pas, il t'a dit que ça savait pas encore si c'est décembre ou janvier. Putain, spoiler, j'étais pas au courant. Oh là là. Ouais, donc il va falloir qu'on recrute un peu, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Peut-être on va recruter Spider Jérusalem. Ah, peut-être. comicsdiscovery@gmail.com. Ou sinon vous avez directement sur le site web le site web, les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver toutes nos autres productions sur jamesfay.fr. Oui, tout simplement, mon ciné-blabla, notre émission de ciné. Geek en série, avec cette semaine, on vous sort un épisode sur Y a-t-il un flic pour sauver la reine, tiré de la série Police Squad. Est-ce que ça te parle un peu cette série de films? Oui, beaucoup. Grand classique de la parodie. La série était. Tu aimes les films de gladiateurs? Tu aimes les poils là sur la poitrine? C'est dans ça? C'est dans ce il y en a un au milieu, je crois. Ouais, c'est dans Le Président, non? Oui, c'est pour sauver le président. C'est mon préféré, celui-là. D'accord. J'ai vu que La Reine. Mais c'est maintenant qu'on continue à parler de séries et de leur adaptation au film. Ouais. Et la semaine prochaine, on fait Avengers, mais pas. Non, c'est d'abord Dark Shadow. C'est vrai que c'est Dark Shadow. Après, ça sera... C'est après, c'est dans 2 semaines. 15 jours. On fait Avengers, mais pas les Avengers que vous pensez. Non. Les autres Avengers. Ouais. Avec des chapeaux. Avec des bottes. Sean Connery déguisé en nounours dans le film. C'est vrai. Oh là là, ça ne rajeunit pas. Quel drame. Tu as vu ce film? Ah oui. Moi, j'ai loué la cassette avec mon papa. On a dit, ces chapeaux melons et bottes de cuir. Il fallait manger à un moment donné, monsieur. C'est clair. J'ai un très mauvais souvenir de ça fait que parler. Sean Connery. Il y en a un épisode sur Godzilla qui devrait pas tarder, on l'avait annoncé. Oui, ça devrait arriver bientôt, on va voir. Il arrivera bientôt. Allez, voilà, on a un peu parlé d'un peu tout ce qu'on faisait. On peut que vous conseiller de vous abonner au flux RSS sur tous vos applications de podcast. Il y a tous les liens. Et sur si vous êtes sur iTunes, laissez-nous 5 étoiles avec un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Mais en 4, allez. Non, 5. 4 parce que James n'arrête pas de râler. Ouais. 5 étoiles, s'il te plaît. 5 en disant on veut plus de Star Wars dans cette émission. Voilà. Eh ben, c'est toi qui on va pas. Non, j'ai dit que je voulais faire un mois Star Wars en décembre. Mais elle va pas m'imposer un mois Star Wars. Bah si, j'impose. Attention. Il y aura une émission sur Geek en série, on fera un ciné blabla et on fera. Déjà, James et Faye, je trouve ça borderline. Ça serait Faye et James que ça serait mieux, mais bon, je dis rien. Mais moi j'ai été gentil, il rouspétait ce que j'avais dit Faye et James. C'est pas vrai. Et je l'ai fait pour lui. C'est notre graphiste qui nous a c'est dit pas le vrai. logo comme ça. C'est pas vrai. Un mois Star Wars pour vous excuser. Ouais. On fait un été Vertigo pour toi alors. C'est pas faux. Merde. L'année prochaine c'est un été Star Wars qu'il faut faire. Un été Star Wars. Tu vas en chier. Ça se trouve, vous allez détester c'est pas possible. Non, c'est le meilleur pas film possible. de l'année. C'est Star Wars. Mais bien sûr que c'est le meilleur film de l'année. Attends. Vous l'avez pas vu? Mais c'est le meilleur film. Ah non, mais moi je suis au taquet. J'attends juste une chose qui dise qu'on peut acheter les places. Moi j'achète. De toute façon, t'as vu les films de l'année jusqu'à présent? On fera un IMAX. Si on peut, on fait 2 séances à la suite. Yesterday est vraiment très cool. De Danny Boyle. Il y a des X-Wing? Non. Bah alors non. Il y a des Beatles. Bah il est sympa, mais il y a pas d'X-Wing. Des Anglais. Bon allez, à la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Et merci au commis encore.